Alors, au programme ce soir, donc ce qui est prévu. Donc d'abord, je vais me présenter rapidement. Peut-être que certaines d'entre vous me connaissent assez bien maintenant. D'autres sont peut-être plus récentes sur le blog, donc me connaissent pas encore très bien. Ensuite, je vais vous donner toutes les clés pour trouver vos clients. Ça va être vraiment la préoccupation pour nous ce soir. Ensuite, je vais vous donner l'occasion d'aller encore plus loin. Je vous ferai à cette occasion un cadeau et à la fin, vous pourrez vous poser toutes vos questions et j'y répondrai à la fin. Il est possible que j'y réponde de temps en temps au fur et à mesure de la présentation si je jette un œil au chat, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de messages, donc j'y jetterai pas toujours un œil continuellement parce que je veux pas perdre le fil de ce que je dis. Mais en tous les cas, j'essaierai de répondre à un maximum de questions, soit en cours de présentation. Si ça fait trop, pour pas perturber le cours de la présentation, eh bien, peut-être que je les reprendrai à la fin pour y répondre. Alors, donc, je me présente rapidement. Donc pour celles qui ne me connaissent pas trop. Donc, je suis donc wedding planner depuis 6 ans en Normandie. Donc depuis 6 ans, je calcule bien, la première année, c'est vraiment le tout début. Donc j'ai pas dû faire beaucoup de mariages, mais en tout cas, mon existence est bien réelle depuis 6 ans. Donc sous le nom de My Special Event. J'ai donc accompagné plus de 50 couples sur différentes prestations, tout type de prestations. Et puis, eh bien, je me suis lancée sans aucune expérience et ni même sans formation dans le domaine, ce qui peut paraître surprenant pour certains, mais en tout cas, c'est comme ça que je le sentais, même si ça n'a pas été toujours très facile au début, ça c'est certain, mais c'est en tout cas moi comme ça que ça s'est passé. Alors, donc, voilà. Est-ce que donc si vous êtes là ce soir, j'imagine que c'est parce que vous avez pour ambition de créer votre agence de wedding planner et donc vous voulez trouver vos clients aujourd'hui ou plus tard, si c'est un projet encore. Et donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, où trouver mes tout premiers clients? Vraiment, ça commence par le premier client. Alors, donc, le tout premier client, c'est vraiment la clé, même si ce n'est pas un client, même si c'est simplement une personne de votre entourage qui ne vous paye pas pour cette aide que vous apportez. Malgré tout, c'est toujours une première marche de l'escalier que vous franchissez et ça vous apporte au moins, si ce n'est financier, au moins une expérience. Parce que c'est vrai que quand on débute, c'est vraiment le souci de tout le monde. C'est de se dire, mais on est débutant, j'en ai jamais fait. Alors déjà, comment je vais convaincre des mariés de me confier leur mariage, alors que c'est quand même un enjeu, le mariage. Les mariés, les couples, vraiment, ils mettent leurs économies et ils mettent vraiment, mettre la barre haut finalement dans ce projet et comment moi débutante je vais pouvoir les convaincre de me confier ce projet incroyable. Donc la première expérience, même si elle n'est pas payée, elle est vraiment la bienvenue. Donc déjà, tentez de voir dans votre entourage si, au niveau de votre famille ou de vos amis, eh bien, il y a des personnes qui vont se marier prochainement et si elles seraient intéressées pour une aide de votre part. Alors après, c'est suivant les personnes. Peut-être que ce sont des couples. C'est un couple dont vous avez entendu parler, voilà, qui recherchait un organisateur et il se trouve que vous, c'est justement votre projet où vous êtes en train de le devenir et auquel cas, suivant le cas de figure, peut-être que vous pouvez établir un devis et même si c'est un devis au rabais, eh bien c'est pas grave, vous aurez tout le temps, les années qui suivront pour faire des vrais prix et des vrais tarifs. Mais vraiment la priorité au début, c'est d'avoir d'abord une expérience. Et après, eh bien après vos clients suivants, ils viendront d'où? Ils viendront d'internet en fait. Ça c'est un truc je crois dont personne ne parle vraiment, que personne ne dit vraiment, c'est que en fait les contrats, moi pour ma part, mais 95% de mes contrats proviennent de mon site web et pas d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que Internet, eh bien c'est le réflexe aujourd'hui pour la génération qui se marie. Donc la fourchette, elle est large, mais
prenons l'âge moyen, alors je l'ai plus en tête, je crois que c'est du mariage, je crois que c'est environ aux alentours de 30 ans. Ben forcément, hein, la génération de la trentaine, ils ont donc le réflexe Internet. Ils cherchent quelque chose, hop, voilà, le soir, ils sont dans leur canapé, etc. Ils tapent sur Internet, ils cherchent. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a un autre phénomène, c'est que beaucoup de couples habitent loin de leur famille ou de leur région d'origine, chose qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, où on restait dans sa région. Donc aujourd'hui, on est amené à être mobile et on n'est pas forcément juste à côté de la famille pour demander tel et tel renseignement. Donc les gens vont faire leurs propres recherches de leur côté, donc sur Internet, puisque Internet permet des recherches, même si on est loin, même si on est à distance, on peut malgré tout faire une recherche d'organisateur sur Internet. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment être présent sur Internet et c'est même pas il faut, c'est une obligation parce que si on ne le fait pas, si on n'est pas visible par ce biais-là, eh bien c'est comme si on n'existait pas. Alors justement, ça m'amène à vous parler des autres moyens plus courants ou dont on entend souvent parler pour trouver des clients et vous expliquer en quoi ils sont pas forcément pertinents et pourquoi je les ai déjà testés. Donc autant vous faire gagner du temps. Donc la distribution de flyers ou payer un encart publicitaire, par exemple dans une plaquette ou peu importe, voilà, payer un encart publicitaire et avoir votre publicité. C'est vraiment de la perte de temps et d'argent. Si vous distribuez des flyers, par exemple, je sais que pour avoir accompagné beaucoup de stagiaires en fait dans ma formation à distance, beaucoup m'ont évoqué l'idée, bah oui, de distribuer des flyers auprès, par exemple, de commerces ou de magasins, par exemple de robes de mariée, auprès des mairies. Donc tous les prestataires les prestataires, si on peut dire, ou les acteurs du mariage. Mais en réalité, si vous y réfléchissez, bien, l'organisateur, lui, de mariage, il intervient vraiment au début de la chaîne. Il intervient au début de la chaîne, c'est-à-dire que l'organisateur, théoriquement, si en tout cas vous proposez d'organisation totale, les mariés vont songer à vous prendre au tout début de leur démarche. Donc ça veut dire que les robes de mariée, finalement, quand les mariés en sont à ce stade-là, ils ont déjà recherché le rôle de leur prestataire. Et ils sont déjà bien avancés. Donc, vous n'avez plus vraiment d'utilité à intervenir à ce stade-là. Alors, bien sûr, si vous proposez de la décoration de salle, vous pourrez toujours... ça pourrait être pertinent. Mais l'autre truc aussi, et moi, c'est mon expérience, en tout cas en province, et je distingue bien la région parisienne de la province parce que le métier, pour moi, est un peu différent parce que les modes de consommation et les modes de vie à Paris et en province sont quand même un peu différents, donc le métier forcément un peu différent. Et travailler avec des partenaires, donc des prestataires partenaires. Par contre, si vous êtes en région parisienne, c'est des choses qui sont beaucoup plus courantes, qui sont beaucoup plus dans les us et coutumes. Enfin, c'est dans des habitudes. Alors qu'en province, les prestataires sont plus frileux. C'est un peu chacun pour soi. Et alors qu'à Paris, eh ben voilà, tout le monde fait du business et puis il y a aucune honte à ce que chacun s'apporte mutuellement. C'est un petit peu ça l'idée. Donc même si vous approchez des prestataires partenaires, il y a un premier point, c'est que vous, en tant que débutant, vous arrivez. C'est un petit peu difficile quand même de dire voilà, moi je fais ci, je fais ça, et vous n'avez encore rien à montrer, donc c'est difficile pour eux de vous faire confiance. Ils ont rien sur lequel se baser pour se faire leur propre avis sur votre travail. Ils vous ont pas vu à l'œuvre, ils vous ont pas vu ou ils ont pas vu de photos de vos réalisations. Donc pour eux c'est pas très concret. Et les prestataires vont commencer à, je dirais, vous recommander un petit peu. Alors un petit peu ou beaucoup, ça va dépendre aussi de la région où vous êtes et de la mentalité de votre région. À partir du moment où ils auront déjà travaillé avec vous, ou à partir du moment où ils vous auront déjà vu à l'œuvre. Mais c'est vrai que quand on est débutant, c'est quand même compliqué de débarquer et de dire voilà, je fais ci et ça et voilà, parlez de moi autour de vous, parce que dans la pratique ils le feront jamais. Donc voilà, la distribution de flyers. Je l'ai mis en premier point, mais c'est vrai que ça vient, ça se croise avec le deuxième point qui est contacter des prestataires et où là je mets
c'est en tout cas en province inutile dans un premier temps parce qu'on est débutant et deuxième chose parce que par rapport à la chaîne, l'organisateur de mariage est l'un des premiers maillons de la chaîne. Après, encore une fois, les mairies par exemple. Je sais que en région parisienne ou à Paris, il y a des mairies qui prennent volontiers les flyers ou les plaquettes et qui, parce que je sais, parce qu'il y a des couples qui m'en ont parlé, qui vivent à Paris, ils reçoivent à partir du moment où ils décident de se marier, qu'ils se sont inscrits, etc. Ils reçoivent tout un tas de brochures. Donc c'est purement des brochures commerciales, hein, ça n'a rien d'administratif, et ils reçoivent une liasse de brochures avec une liste en fait les brochures de prestataires qui sont envoyées par la mairie. Voilà. Donc ça, apparemment, c'est des pratiques qui se font en Île-de-France. On est loin d'être à ce niveau-là en province. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On n'est pas très bien accueillis en mairie quand on vient avec un flyer. Oui, je voudrais aussi parler des encarts publicitaires. Donc, mettre de l'argent dans les encarts publicitaires, ça n'aura aucune retombée pour vous. C'est le type de communication qui permet de soigner l'image plus, qui permet c'est plus un travail de long terme, c'est-à-dire que on achète des encarts publicitaires ou toutes sortes de publicités qui nous permettent d'être visibles. C'est plus c'est du branding en fait, c'est-à-dire que on travaille l'image. C'est comme Coca-Cola, à force de les avoir vus, on a en tête la typographie, on a en tête les couleurs, etc. Enfin, là je donne vraiment un nom qui est vraiment à l'extrême, mais c'est pour montrer que il y a eu un gros travail sur la marque et l'image du nom qui a été fait. Mais là, on n'est plus sur du branding, donc c'est pas ce qui va vous rapporter des contrats directement. C'est pas ce qui va faire que les gens vont prendre leur téléphone et vous appeler. Donc, en tant que organisateur, donc c'est-à-dire en tant qu'indépendant, on n'est pas la grosse boîte qui a un gros budget communication qui peut se permettre de mettre de l'argent comme ça juste pour soigner son image. À notre échelle, il faut bien penser ses investissements et on ne peut pas se permettre, voilà, de mettre de l'argent dans un petit peu tout et puis dans des choses qui ne rapportent pas directement des contrats. Donc ensuite, le troisième point, c'est les salons. Alors là, c'est pareil, hein, moi j'ai testé les salons. Donc encore une fois, je parle des salons en province, hein, parce que je suis pas allée jusqu'à Paris. J'ai hésité. J'ai plus maintenant, hein, mais au début j'ai hésité et je pense que sur Paris, donc à voir, mais bon, ça coûte très cher déjà. C'est un investissement de fou. Faut vraiment être sûr de pouvoir rentabiliser derrière. Mais dans ce cas, il faut vraiment décrocher. Déjà, ça veut dire qu'il faut vendre ses prestations à un prix assez élevé pour pouvoir espérer d'une part recouvrir son investissement et puis en plus gagner sa vie. Donc déjà, il faut avoir des tarifs très haut de gamme. En province, en fait, les salons, déjà, prenez, si vraiment vous voulez vraiment absolument en tester un, prenez quand même le gros salon régional. Prenez pas le petit salon d'une petite commune. Voilà, prenez vraiment le gros salon régional. Et même si vous prenez celui-ci, alors si vous faites des décorations, de salle avec des formules, je pense que vous aurez des contrats. Hein, parce que j'ai des consoeurs qui le font tous les ans, qui sont spécialisés dans la décoration et qui le font tous les ans et qui trouvent donc des contrats de cette manière-là. Mais si vous proposez de l'organisation de mariage uniquement ou en plus, enfin, ou on va dire prioritairement, c'est pas ici que vous trouverez votre clientèle parce que bon déjà par rapport au profil. Vous ne trouverez pas suffisamment. Déjà, vous concernez très peu de personnes. Le métier d'organisateur vraiment concerne un très petit nombre de mariés. Si vous comparez aux autres stands où il y a des traiteurs, des DJ, des salles de réception, imaginez le traiteur, le nombre de mariés qui peut potentiellement concerner. Hein, donc, si vous partez du principe que peut-être 90% des mariés vont faire appel à un traiteur, alors que vous, ce sera peut-être 5%, déjà, votre marché est très réduit. Et puis ensuite, les mariés qui vraiment peuvent être intéressés par vos services, ils seront pas forcément au salon. Déjà, potentiellement, ils habitent loin, donc
Donc c'est pour ça qu'ils vont faire appel à vous. Et donc ils sont pas au salon, ils sont loin, ils sont pas là. Donc voilà. En fait, les salons, c'est pas la meilleure idée et c'est un investissement qui est assez important. Et c'est pour ça que je préférais vous dire que voilà, ne comptez pas trop là-dessus parce que vous pourriez perdre de l'argent en fait en faisant ça. Donc, alors j'avance. Donc ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors le site web, c'est comme je l'ai dit, votre porte d'entrée. Alors on va procéder par étapes, en 2 étapes. Il y a l'étape 1, c'est de créer votre site web et l'étape 2, ça va être de le référencer pour être visible. Parce que vraiment, je le dis et je le redis, créer son site web, c'est bien sûr le commencement, mais c'est pas suffisant. Si vous le créez et qu'ensuite vous ne faites rien pour qu'il soit visible, c'est comme si vous n'aviez rien fait, c'est comme si vous n'existiez pas. Et quand on n'y connaît rien au début sur la façon dont fonctionnent les moteurs de recherche, qu'on n'y connaît rien à la façon dont fonctionne Internet, eh bien, je me rends compte que beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Donc, c'est pour ça que je le dis. Alors, un site web, c'est quoi? C'est composé d'un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est le fameux www.votrenomdedomaine.fr ou .com, etc. Donc ça, c'est un peu c'est comme votre adresse postale. Hein, c'est l'adresse mail, mais c'est comme l'adresse d'une maison. Donc c'est votre adresse. Rue, nanana, dans telle commune. Ensuite, il vous faut un hébergement. Donc l'hébergement, donc c'est là où vous allez placer votre site web, le contenu de votre site web. C'est un peu comme le terrain de votre maison. D'abord, vous avez un terrain et ensuite, vous placerez votre maison dessus. Et donc, votre maison, c'est le site web. Donc là, il vous faut un contenu avec un design et des textes. Donc ça, c'est votre contenu. Et ces 3 choses-là s'achètent, séparément. Alors, chez le même fournisseur, vous pouvez bien sûr l'acheter chez le même fournisseur et je vous y encourage, sinon ça rend les choses complexes. Mais c'est bien 3 choses différentes qu'il vous faut acheter. Alors après, bien sûr, donc je vous indique soit de faire votre site web auprès d'un webmaster, soit de le faire par vos soins. Si par exemple vous demandez un devis à un webmaster, il va vous faire un devis avec peut-être un tout compris. Il va pas spécialement vous dire le nom de domaine c'est tant, l'hébergement c'est tant, le site web c'est tant. Il vous fera certainement un devis de l'ensemble. Mais dans le détail, vous verrez bien qu'il y a le nom de domaine, l'hébergement, le site web. Donc un webmaster, bon les prix c'est très variable, mais vraiment ça dépend. Si vous voulez vraiment un sur-mesure de sur-mesure, ça peut être ça dépend de ce que vous demandez dedans, mais 3 000, 4 000 euros. S'il prend un modèle de base qu'il modifie, ça peut être 2 000 euros. Ça dépend vraiment du travail de modification qu'il aura à faire dessus et de personnalisation. Donc vous pouvez aussi le faire vous-même. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, comme je mets, faites en sorte de tout acheter au même endroit, auprès du même fournisseur. Par exemple, si je donne des exemples, alors il y a Gandhi, mais bon, il n'est pas très intuitif. Hein, mais Gandhi, c'est un registrar, c'est-à-dire que c'est un endroit où on achète des noms de domaine et qui propose aussi un hébergement et un site web. Moi, j'ai créé mon tout premier mon site dessus, mais il y en a plein d'autres où vous voyez les pubs à la télé qui sont beaucoup plus connus. Alors Gandhi, c'est plus adressé aux webmasters professionnels, c'est pour ça que ça vous parle peut-être pas. Il y a OVH aussi, ovh.com. Sur lequel vous pouvez acheter et votre nom de domaine et votre hébergement. Et ensuite, vous pouvez, si vous vous sentez capable de le faire, vous pouvez mettre WordPress, utiliser WordPress et donc sur votre adresse, sur votre nom de domaine, acheter chez OVH. Alors sinon, vous pouvez regarder, j'ai plus tous les noms, mais il y a Jimdo, je crois que ça existe encore, qui existe. Il y a je regarde en même temps. J'en mets pas un en avant plus que les autres parce que ceux-là, je les ai jamais testés. Hein, mais il y a Wix qui est connu. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai plus les noms, mais moi en tout cas les miens, je les ai créés sur OVH et j'ai utilisé WordPress. Oui, c'est Wix, W-I-X, c'est ça.
Donc, je donne des noms comme ça, mais alors après, bien sûr, hein, vous en connaissez d'autres. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous compariez les différentes prestations qu'ils proposent et que vous regardiez quel modèle, donc déjà, quel modèle de site, les modèles, en fait, c'est les templates ou les modèles, quel modèle de site ils vous proposent, parce qu'ils vous proposent toujours des bases que vous allez personnaliser. Donc, et jusqu'où vous avez la main. C'est-à-dire que vous aurez des bases, vous aurez des modèles, et il y a des plateformes sur lesquelles vous pourrez modifier beaucoup de choses et d'autres où vous pourrez modifier moins de choses. Donc c'est ça qu'il faut que vous puissiez étudier, voir si, voilà, si mettons vous pouvez pas changer telle et telle partie, bah est-ce que vous ça vous dérange ou est-ce que de toute façon ça ne vous dérange pas, voilà. Alors du coup, donc deuxième étape, eh bien je parlais tout à l'heure de la création du site web. Voilà. Donc une fois qu'il est créé, il faut que vous le rendiez visible et c'est vraiment la partie peut-être la plus complexe parce que c'est la partie qu'on connaît le moins. C'est ça nous paraît un peu opaque. Et mais vraiment, à partir du moment où vous aurez compris le fonctionnement, ça vous paraîtra beaucoup plus facile que ce que c'en a l'air au début. Donc, eh bien, pour référencer votre site web, déjà, il faut commencer par comprendre comment ça fonctionne Google et les moteurs de recherche. Donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, Google considère, enfin, met en premier les sites qu'il considère comme populaires ou comme pertinents par rapport à la recherche que fait l'internaute. Et populaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas de son ni d'image, ne n'hésitez pas à, je le note, cliquez sur se reconnecter. Donc, c'est pour Google, en fait, des sites qui sont considérés comme populaires. Ce sont les sites qui ont beaucoup, ou qui ont le plus de liens qui pointent vers ce site-là par rapport aux autres. Donc, sur nos mots-clés à nous, ça va être si l'internaute tape organisateur de mariage et ensuite votre région ou votre département ou votre ville, eh bien, il va faire apparaître en premier les sites qui disposent de plus de liens que les suivants. C'est quoi les liens ? C'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous référenciez dans des annuaires, que vous fassiez apparaître votre nom de domaine, donc le fameux www.votresite.com ou .fr selon ce que vous aurez choisi. Eh bien, votre nom de domaine, eh bien, il faut que vous fassiez figurer un maximum de fois dans des annuaires ou n'importe quelle page internet, à partir du moment où vous avez fait figurer ce nom de domaine avec aussi une description, parce que Google est un robot, mais un robot intelligent qui a été programmé pour raisonner ou réfléchir, en tout cas comme un humain, puisqu'il connaît, il a été pensé comme ça, en tout cas, il connaît le sens des mots et les champs lexicaux, le rapport entre le mot marié, mariage. Il sait que c'est la même chose, il sait que ça appartient au même domaine. Donc, si l'internaute tape ces mots-clés-là, Google va savoir que vous, si vous avez fait tout ce travail de référencement en faisant apparaître votre nom de domaine avec une description, par exemple, l'agence Intel vous propose ses services d'organisation de mariage, de décoration et de cérémonie. Donc, vous allez faire une description et cette description, finalement, elle utilise les mots-clés importants pour votre domaine. Ce sont les mots-clés que vont taper les mariés lorsqu'ils vont faire une recherche. Ils vont taper potentiellement wedding planner, je sais pas, moi je vais prendre ma région Normandie. Ils vont taper organisateur de mariage Caen, si c'est la grande ville de ma région, etc. Donc, il faut que Google puisse mettre en rapport les mots que tape l'internaute et les mots-clés qui vous concernent. Et donc, il va considérer que votre site est pertinent par rapport à la recherche de l'internaute parce que vous utilisez aussi ces mots-clés-là. Donc, pour que votre site soit considéré comme populaire, donc il faut faire ce travail-là. Quand je parle d'annuaire, parce que je sais qu'il y a eu des petits malentendus par rapport au terme d'annuaire, c'est pas forcément. Alors déjà, évitez les annuaires payants parce que vous en aurez à l'appel. Faites un maximum d'annuaires gratuits. Il y en a plein et c'est pas forcément. Alors, je pense pas forcément à des annuaires très très connus comme mariage.net. Si on prend mariage.net, donc c'est un annuaire très connu qui
qui est gratuit. Enfin, je sais plus, je crois qu'il y a des formules payantes, mais en tout cas, moi, je leur ai jamais versé quoi que ce soit, mais je suis inscrite dessus et j'ai pris la formule gratuite. Mais ça, c'est pas uniquement ce seul annuaire-là dont je parle. C'est un annuaire qui est spécialisé dans le mariage, donc c'est très bien d'y être. Mais après, vous pouvez trouver d'autres annuaires qui peut-être n'ont rien à voir avec le mariage, mais qui proposent des catégories. Alors, à vous de vous ranger dans la catégorie qui est la plus proche de votre activité. Et donc, vous allez avoir des annuaires qui auront comme catégorie, alors, je sais pas moi, BTP, restauration, et puis vous aurez peut-être événementiel. Ah bah dans ce cas, il faudra vous ranger dans événementiel. Parce que Google n'étant pas idiot, saura que l'événementiel, c'est la même famille, le même domaine que le mariage. Donc, il pourra comprendre que vous êtes associé à ce domaine-là et pourra ressortir votre site web au moment où l'internaute va faire une recherche avec des mots-clés comme mariage ou comme événementiel. Si vous vous rangez dans la catégorie BTP, là, enfin à la longue, si vous en faites plusieurs comme ça, Google va pas tellement comprendre ce que vous faites là. Et donc ça va fausser les résultats et ça va plutôt vous discriminer. Donc faites ce travail-là. Si par exemple, donc il y a le travail des annuaires parce que c'est assez facile de trouver des annuaires et puis de se mettre dedans, mais vous pouvez aussi par exemple, je sais pas moi, si vous voulez écrire un article sur un article invité, comme on dit, sur un blog de mariage, vous écrivez un article invité et à la fin, vous mettez, enfin en tout cas le blogueur va mettre votre nom de domaine, eh bien hop, ça va faire un lien supplémentaire qui pointe vers votre site. Donc le but des annuaires, vraiment, ce n'est pas spécialement que les gens arrivent sur l'annuaire et vous trouvent via l'annuaire. C'est pas du tout ça l'objectif, c'est pas ça la stratégie. C'est purement technique, c'est purement web. C'est pour que Google vous considère votre site internet comme pertinent. Lorsque l'internaute va faire une recherche d'organisateur de mariage sur votre région. Parce que vous allez voir, en faisant ce travail-là, donc vous faites par exemple 2 annuaires par jour pendant, on va dire un annuaire par jour pendant 30 jours, donc ça va vous faire 30 inscriptions. Si vous êtes dans une région dite concurrentielle, où il y a beaucoup de sites internet qui utilisent les mêmes mots-clés que vous, parce qu'il y a beaucoup de traiteurs, il y a beaucoup d'organisateurs, il y a beaucoup... Attention, les concurrents, au niveau web, c'est pas uniquement les organisateurs de mariage, c'est tous ceux qui utilisent vos mots-clés. Donc ça peut être des traiteurs, ça peut être des DJ, ça peut être tous ces prestataires-là. Donc si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de concurrents web, il faudra faire un peu plus de travail sur le référencement. Donc au lieu de faire 30 inscriptions annuaires, il faudra peut-être que vous en fassiez 50 par exemple. Alors c'est un ordre d'idée. En faisant ce travail-là régulièrement, il ne faut pas inscrire votre site internet sur 30 annuaires le même jour parce que Google va considérer qu'il y a une anomalie et il va bannir votre site. Il faut faire ce petit travail-là un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours. À un moment donné, si vous regardez, vous vérifiez vos mots-clés tous les jours. Si vous vérifiez vos mots-clés pas tous les jours, mais on va dire une fois par semaine, vous allez voir qu'au début, vous n'allez pas trouver votre site web. Si vous tapez organisateur de mariage et votre région, vous le trouverez pas. Même vous aurez beau regarder les 10 premières pages, vous n'y serez pas parce que vous êtes vraiment trop loin. Et au bout de, ça dépend de votre région bien sûr, mais peut-être au bout de 3 mois, eh bien là, un beau jour, vous allez retaper vous allez devoir retaper les mots-clés. Vous allez retaper les mots-clés et là, vous allez voir que, vous allez apparaître en 10e page. Alors, bien sûr, la 10e page, c'est loin, mais ça veut dire que déjà, vous commencez à remonter. Et donc, après, le temps fait son œuvre. Et c'est vraiment ça la spécificité d'Internet, c'est que il y a votre part de travail, mais après, il y a une part que l'on ne maîtrise pas et il faut laisser les robots faire le travail à votre place. Et vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Donc, au bout de peut-être 4 mois, vous allez voir que votre site va passer de la 10e à la 7e page et ainsi de suite. Jusqu'au jour où vous allez enfin voir votre site apparaître en première page sur les mots-clés qui vous intéressent. Alors, donc là, c'est pour vous expliquer le fonctionnement. Et c'est vraiment crucial de l'avoir compris. Parce que si on l'a pas compris, forcément, on peut pas faire apparaître son site web en première page. Donc, j'ai indiqué, créez vos liens via les annuaires, mais ça peut être toute méthode ou tout moyen vous permettant d'y apposer à un moment donné votre nom de domaine. Donc j'ai parlé des articles de blog par exemple, ça peut être aussi parfois des commentaires sur des blogs, vous
vous mettez un commentaire à, je sais pas, une future mariée qui se pose des questions, et puis vous mettez un commentaire et du coup vous mettez votre nom de domaine d'agence. Donc là, vous recréez un lien. Et puis aussi, créer une page Google My Business qui était avant Google Maps ou Google Adresse, parce que Google maintenant fait apparaître de plus en plus les pages Google Maps en fait. Lorsque vous faites une recherche, de plus en plus, il vous présente en priorité des établissements qui sont dans la localité que vous avez tapé. Donc, voilà pour le référencement. Donc maintenant, j'étais sur la partie, donc le site web, votre porte d'entrée. Là, je vais être sur convaincre ses premiers prospects. Alors, ça commence sur votre site internet déjà. Il faut avoir une vitrine web attrayante, ça va de soi, en phase avec la cible, c'est-à-dire citadine, tendance. C'est plutôt ça le type de clientèle. Alors ensuite, eh bien, il faut des offres qui répondent vraiment à leurs besoins. C'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'écoute aussi de ce qu'ils demandent. Et au début, vous serez forcément amené à modifier vos prestations parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas totalement adapté à ce qu'ils recherchent. Alors, vos premiers contacts prospects, vous avez deux objectifs. Lorsque vous êtes en contact avec des prospects, il y a deux objectifs. C'est à la fois d'être convaincant auprès d'eux parce que vous voulez décrocher ce contrat et en même temps d'être efficace parce que vous avez un impératif, c'est de ne pas perdre trop de votre temps, de passer des heures en rendez-vous au téléphone ou par mail et que ça ne donne rien. Donc, il faut arriver à avoir une méthode pour bien gérer sa relation client, sa relation, en tout cas prospect surtout, et être à la fois efficace, mais apporter toutes les informations utiles pour qu'ils prennent leurs décisions et être convaincant, mais voilà, en faisant vraiment le minimum, en passant plus de temps avec ceux qui auront le budget pour vous confier le mariage ou qui seront très motivés pour le faire et vraiment sélectionner dès le début, arriver à sélectionner dès le début ceux qui ne seront jamais vos clients parce que soit ils n'ont pas assez de budget, soit ils n'ont pas une motivation qui est suffisante et du coup finalement ils vont décider de le faire eux-mêmes. Donc voilà, donc c'est ce que je mets là. Il faut donc être impérativement que vous ayez une méthode dans votre politique de relations prospects pour identifier rapidement les prospects qui ne deviendront jamais vos clients et donc de ne pas perdre de temps à leur faire des devis ou des rendez-vous. Ça, c'est vraiment important. Alors, donc je passe à la diapositive suivante. On est toujours dans convaincre ses premiers prospects. Donc, on va voir les différentes manières dont vous serez contacté lorsque vous commencerez et après. Donc, il y a le prospect qui vous contacte par mail. Après, on va voir, il y a le prospect qui vous contacte par téléphone. Donc, déjà, par mail, ça va de soi, il faut avoir une attitude professionnelle et ça passe notamment par le délai de réponse. Il faut vraiment se donner des règles où il faut répondre dans les 48 heures maximum. Dans les 24 heures, c'est mieux, mais voilà, dans les 48 heures maximum. Et commencez votre message en les remerciant pour leur mail, leur demande, etc. Donc, c'est l'attitude professionnelle, elle transpire au travers de plein de choses. Le prospect vous demande un devis. Alors, adaptez votre réponse. Et là, je vous explique vraiment une méthode pour que l'objectif, je l'ai bien rappelé tout à l'heure, c'est de leur apporter la bonne réponse au bon moment, qui est adaptée à leur requête. Et arriver à identifier le plus rapidement possible si vous pouvez y consacrer du temps ou si ça ne vaut pas la peine. Parce que le temps est précieux pour vous. Donc, le cas numéro 1, il demande un devis sans en dire plus. Donc, ça, c'est des situations réelles que je vous présente. C'est vraiment la personne, elle vous envoie un mail et dit « Bonjour, je souhaiterais recevoir un devis, cordialement. » Ok, alors déjà, on se dit, apparemment, il n'a pas regardé le site web où il y a le détail des prestations parce que sinon, il n'aurait jamais envoyé un mail vague comme ça. Il aurait demandé un devis pour X telle prestation. Il aurait demandé pourquoi il veut un devis. Donc là, vous commencez pas à faire des devis et des trucs et des machins. Vous l'invitez à consulter le détail de vos prestations sur la page en question. Comment ils prennent le temps de regarder ce que vous proposez parce que peut-être que déjà, à la lecture de cette page-là, il va se dire « Ah non, c'est pas pour nous ». Donc déjà, vous aurez gagné du temps. Le cas numéro 2, typique aussi, donc ils ont pris le temps de regarder ce que vous proposiez et donc ils vous demandent, et apparemment on le voit qu'ils ont pris le temps de faire puisqu'ils vous demandent un devis pour une prestation en particulier. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont quand même jeté un œil à ce que vous proposiez. Et maintenant, ils voudraient en savoir plus.
Alors ensuite, c'est à vous de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses pour pouvoir avancer ensuite. Donc, dans votre réponse, vous précisez leur demande en leur posant les questions complémentaires. Et grâce à ces questions complémentaires, vous pourrez leur établir un devis. Donc, je passe à la diapositive suivante. Alors, oui, vous aurez un replay. Je regarde un petit peu les commentaires. J'ai raté le début. C'est vraiment très intéressant. Oui, oui, effectivement, vous aurez un replay demain. Demain, si vraiment il n'arrive pas demain, il arrivera vendredi, mais normalement ça va arriver demain. Et alors j'essaie de choper des questions comme ça. Comment savoir si ce n'est que des prospects et jamais des clients? En fait, c'est ce que je suis c'est ce que du moins je vous présente maintenant. On va y aller là. En fait, je vais attaquer la diapo là et on va vraiment voir en détail qu'est-ce qui vous permet de savoir s'ils ils ont des chances d'être vos clients ou pas. Alors, donc voilà, le prospect vous contacte par mail. Ensuite, donc il vous demande. Alors, on a vu tout à l'heure, il vous demande un devis. Donc déjà, on a essayé. Je vous ai donné des exemples pour vous montrer qu'il faut aiguiller. Et puis vous avez vu dans le cas numéro 1 que vous n'avez pas perdu de temps à faire un devis, alors qu'il vous a demandé un devis. Hein. Mais c'est pas parce qu'il vous demande un devis que tout de suite il faut vous ruer sur votre ordinateur pour faire un devis. Non, c'est vous qui est de mettre à bord en fait, c'est-à-dire que c'est à vous qui savez quelle information vous avez besoin pour avancer. Sauf que là, si la personne n'a même pas regardé ce que vous proposiez, déjà commencez par lui montrer la page des prestations. Alors après, ça dépend. Il y a vraiment du cas par cas et ça, c'est aussi l'expérience qui vous l'apportera. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est que là, le type de mail que je vous avais donné tout à l'heure, il est vraiment bref, succinct, enfin laconique. C'est bonjour, pourrions-nous avoir un devis? Alors là, c'est vraiment très succinct. Bon, presque, ça donne même pas envie de répondre parce que voilà, il s'est pas trop foulé. Donc il y a d'autres cas où ils peuvent vous demander, voilà, on voudrait un devis, et avant ils vous parlent de leur projet, ils vous parlent un peu plus de leur projet, donc ils sont un peu plus investis personnellement dans leur demande. Donc là, ça vaut la peine de leur poser des questions, de pas les renvoyer vers la page prestation parce que ça fait un peu aller voir ailleurs si j'y suis, mais posez-leur des questions sur leur projet, vous voudriez en savoir plus, sur quelle prestation exactement, etc. Hein, donc voilà. Je reviens sur la diapo donc actuelle. Voilà, le prospect vous contacte par mail et maintenant il vous demande pas un devis, il vous demande un rendez-vous. Ça c'est un cas de figure aussi qui arrive régulièrement. Donc étape 1. Alors c'est pareil. Prenez un peu de recul, c'est pas parce qu'il vous demande un rendez-vous qu'il faut tout de suite lui proposer un rendez-vous. Voilà, ça dépend des personnes et puis surtout il faut faire ça en 2 temps. Alors, vous faites une réponse par mail pour convenir d'abord d'un échange téléphonique. Parce que c'est d'abord cet échange téléphonique qui va vous permettre d'en savoir plus sur le profil et savoir si oui ou non et ça vaut la peine de se déplacer. C'est vraiment ça l'objectif. Et donc ensuite, eh bien, vous fixez le rendez-vous et dans l'étape 2, vous réalisez l'échange téléphonique pour cette fois-ci qualifier le prospect. Donc vous lui demandez, eh bien vous faites votre petite fiche mémo, hein, pour toujours l'avoir sous les yeux dès que vous avez un rendez-vous téléphonique, comme ça vous perdez pas le fil. Vous demandez la date, le lieu, le nombre d'invités, le projet dans les grandes lignes. Vous passez en revue chaque prestation dans les grandes lignes. Vous leur demandez globalement qu'est-ce qu'ils avaient imaginé pour le traiteur ou le repas, qu'est-ce qu'ils avaient imaginé, est-ce qu'ils voulaient est-ce qu'ils veulent un DJ? Est-ce qu'ils veulent au niveau de la salle de réception? Alors qu'est-ce qu'ils avaient imaginé comme type de salle de réception? Qu'est-ce qu'ils avaient dans l'idée? Est-ce qu'ils ont besoin de couchage a priori? Alors c'est vraiment pour faire une esquisse, un peu comme un dessinateur qui va faire son dessin. Il commence d'abord par les grands contours. Il va faire ça grossièrement. Vous c'est pareil. Et à la fin, vous demandez le budget. Donc c'est le moment est précis, c'est à la fin parce qu'au début on se connaît pas encore, c'est un peu hard de commencer par demander le budget. Donc vous commencez d'abord par les connaître et à la fin c'est plus facile de leur demander le budget, ça paraît plus naturel et ils vont pas être gênés de vous en parler, ça va vraiment couler de source. Donc là ils vont vous donner une idée du budget et ça peut être une fourchette, etc. Mais même si vous dites je sais pas.
vous vous débrouillez, mais il faut absolument que vous ayez un budget parce que sans budget, vous savez même pas dans quelle direction vous allez. Et vous les mettez à l'aise et vous leur demandez, bah, même si vous savez pas exactement, bien sûr, vous pouvez me donner un ordre d'idée, une fourchette, même une fourchette. Alors là, vous leur lancez des exemples. Est-ce que c'est est-ce que c'est 15 000, est-ce que c'est 20 000, est-ce que c'est 25 000? Et vous dites, c'est pour savoir si votre projet tient dans votre budget, a priori. Et c'est vrai, c'est vraiment pour vérifier ça. Donc, c'est vraiment le moment clé parce que là, il vous a déployé tout le projet, tout leur rêve en fait. Hein, et là, avec le budget, tombe pas la sentence, mais un petit peu, vous savez là tout de suite si c'est tenable ou pas avec leur budget. Parce qu'après, vous allez avoir tous les cas de figure. Vous allez avoir la personne à la fin vous dit, on va aller voir tout de suite les situations. Je passe à la diapo suivante. Vous avez donc le profil 1, donc je mets au cours de l'échange, vous identifiez du coup dans quelle catégorie vous rangez votre prospect. En fait, vous allez devoir être assez rapide, c'est-à-dire qu'au début, vous allez peut-être un peu hésiter, etc. Vous êtes dans votre tête, ça va être un peu embrouillé, mais vous allez vous entraîner pour ça, parce que dès que les personnes vont vous donner le budget, tout de suite, il va falloir que vous les rangiez dans la catégorie, soit la 1, soit la 2, soit la 3. Et en fonction de ça, eh bien, ce que vous allez leur proposer va pas être la même chose. Alors, le profil 1, typiquement, il dispose pas de suffisamment de budget. À titre indicatif. Alors, vraiment, c'est à titre indicatif parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué dans ma région. Mais après, à vous d'affiner cette grille en fonction de votre région, de votre zone de chalandise, comme on dit. Et peut-être que les fourchettes que je vous donne là seront pas les mêmes. Mais en tout cas, l'idée est la même. Ça peut être donc le profil 1, il dispose pas de suffisamment de budget. Chez moi, c'est environ moins de 10 000 euros pour 100 personnes. Donc, c'est pas grave. Vous leur expliquez gentiment que ce qu'ils souhaitent pour leur mariage, plus vos honoraires, ça va être impossible, quoi. Ça sera même pas tenable. Et que ils peuvent organiser leur mariage avec leur budget, mais sans votre aide, parce que sinon ça va vraiment, ils pourront pas et ça va vraiment faire exploser leur budget. Mais il faut leur expliquer gentiment. De toute façon, ce qu'il y a, c'est que les gens en fait n'ont pas trop de notion des prix de mariage déjà, et aussi de notion des prix d'un organisateur. Donc ils vous appellent, mais ils savent pas vraiment en fait s'ils peuvent s'offrir vos services. Le profil 2, c'est alors, imaginez si vous aviez accepté un rendez-vous tout de suite sans même qualifier le prospect et vous seriez allé au rendez-vous et vous auriez fait le rendez-vous et finalement vous seriez resté vous sortiriez hyper déçu parce que vous aurez misé là-dessus, vous aurez perdu du temps, vous aurez perdu du temps en rendez-vous sur la route et vraiment tout ça pour rien. Donc imaginez le temps que vous gagnez en faisant cet échange téléphonique. Le profil 2, c'est le budget. Apparemment, il est en phase avec leurs attentes. Donc, plus de 15 000 euros pour 100 personnes. Et dans ce cas, vous proposez un rendez-vous lors duquel vous présenterez le devis que vous aurez établi grâce aux questions que vous venez de poser. Le profil 3, c'est entre deux. Voilà, vous êtes mitigé, c'est le budget entre 10 000 et 15 000 euros pour 100 personnes. Ça vous paraît un peu juste pour financer et le mariage et vos honoraires. Et en fait, ça va dépendre un petit peu de leur choix. C'est-à-dire, vous vous dites, bon, si encore ils prennent que la décoration, ça peut passer. Mais s'ils prennent la totale, là, on va sortir. Voilà, donc vous proposez de leur envoyer le devis par mail. Voilà, c'est l'entre-deux. Alors, ça, c'était donc l'étape 2. Et puis, l'étape 3, bien sûr, c'est le rendez-vous physique avec les couples de profil 2. Alors, je prends des questions comme ça, là, au fil de l'eau. Je vois les honoraires sont généralement à quelle hauteur du budget total? 10 à 15%. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que oui, on voit ça sur les sites. Mais après, moi, personnellement, je pratique du forfait, en fait. C'est uniquement forfaitaire.
Alors, qu'est-ce que je vois comme question? Les frais de wedding planner sont-ils à ajouter au budget qu'ils annoncent? A priori, oui, parce qu'en fait, quand... alors, c'est à vous de leur demander. C'est-à-dire que j'ai remarqué que certains vous disent, ah ben oui, notre budget, c'est 15 000. Ok, je note 15 000. Et puis là, ils vous disent d'eux-mêmes, ils disent, mais c'est sans la salle, sans la robe. Bon, ok. Donc en fait, c'est pas vraiment 15 000 pour tout le mariage, quoi. C'est assez bizarre. Donc c'est vraiment dans la tête des gens, il se passe pas forcément la même chose que dans votre tête à vous. Et ça, il faut vraiment bien se le dire. Donc vraiment préciser en disant, alors 15 000 euros, c'est pourquoi? Pour l'ensemble du mariage ou il y a des choses que vous avez déjà sorties du budget? Voilà. Et comme ça vous permet de bien vérifier que c'est organisateur compris. Ok, je vais continuer la présentation. Alors, donc, le prospect vous contacte par téléphone. On a vu par mail tout à l'heure. Donc, par téléphone, il vous contacte. Voilà, il vous appelle, vous décrochez. Voilà, il vous dit, écoutez, on va se marier l'année prochaine. On souhaiterait avoir des informations sur vos services. Comment ça se passe? Donc, vous procédez en fait comme à l'étape 2 de la demande par mail qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, la différence, c'est que vous l'avez directement par téléphone. Donc, normalement, il faudrait que vous ayez votre mémo pas très loin, toujours à portée de main pour pouvoir le dégainer dès qu'il y a besoin et l'avoir sous les yeux. Et donc, eh bien, vous lui expliquez, écoutez, on va voir ça ensemble. J'ai quelques questions à vous poser pour mieux vous connaître. Et donc là, vous posez vos petites questions. Et ces questions-là vont vous permettre de d'en savoir plus sur le profil de ce couple-là. Et donc, vous allez pouvoir le ranger dans la bonne catégorie et voir ensuite ce que vous lui proposez. Pour le téléphone, c'est différent du mail. C'est-à-dire que le téléphone, c'est un exercice qui est un peu plus difficile parce que là, la personne vous a oralement. Donc, oralement, c'est plus difficile. Il va falloir que vous travailliez bien votre élocution, votre aisance. Et pour ça, il va falloir vous entraîner chez vous. Donc, il va falloir vous entraîner chez vous en faisant comme si vous aviez quelqu'un au téléphone. Et voilà, ça va vous obliger à prendre des notes, à noter, à modifier, à refaire, etc. Et au début, vous allez être hésitant, etc. Et c'est avec l'entraînement que vous allez vous améliorer. Parce que ce qui est important par téléphone, c'est que le non-verbal en dit long sur vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ça va se ressentir au téléphone. Donc le couple, ou le marié ou la mariée va le ressentir au téléphone. Donc c'est pas très rassurant pour eux. Et pourtant, ce qu'ils vont ressentir de vous, ça compte énormément au début parce qu'ils vont vouloir se sentir rassurés, à l'aise, en confiance. Donc c'est vraiment important cette phase du téléphone. Donc je passe à la diapo suivante. Le rendez-vous physique. On a vu tout à l'heure le contact mail, le contact téléphone, et maintenant on est sur le rendez-vous physique. Alors, le savoir-être. Pareil, on a vu par téléphone que la façon dont vous parlez, ça se travaille. Il faut le travailler pour vraiment véhiculer l'image de quelqu'un qui est à l'aise, qui est rassurant. Pas besoin d'en faire trop, hein, pas besoin d'être too much. Hein. Il faut juste être posé. À la limite, parler lentement pour avoir bien le temps de réfléchir et essayer d'hésiter le moins possible, si c'est possible. Alors là, en physique, vous avez non seulement la voix, mais vous avez aussi l'attitude physique qui va véhiculer une certaine image auprès des mariés. Et donc ça, encore une fois, ça aussi, ça se travaille. Donc pareil, le rendez-vous physique, vraiment, il faut le travailler chez vous. Si vous savez que vous avez un rendez-vous de prévu, travaillez-le chez vous vraiment pour que le jour du rendez-vous, vous soyez vraiment à l'aise et que vous butiez le moins possible. Donc le savoir-être, j'ai mis notamment, il faut arriver à être assertif. C'est un mot un peu à la mode. C'est en fait dire que c'est montrer que vous êtes bien planté sur vos pieds, que vous savez de quoi vous parlez, que tout va bien. Voilà, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est pas quelqu'un de prétentieux, hein. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et quelqu'un qui a confiance, il est rassurant, forcément. Donc, il va falloir donc que vous travailliez la préparation de votre rendez-vous physique. Il faut que vous prépariez vos 4 phases de l'entretien.
vous prépariez. En tout cas, vous savez que vous avez 4 phases d'entretien à effectuer lors de ce rendez-vous. Donc, à vous, finalement, de conduire cet entretien. Hein, c'est vous qui menez la danse. Je vais parler de l'entretien physique, mais dans le cas où la qualification dont on a parlé tout à l'heure n'aurait pas été faite par téléphone. Ça pourrait arriver. Hein. Il n'y a pas de situation similaire, mais ça pourrait arriver que, moi je sais que ça m'est arrivé, de faire un rendez-vous, mais de ne pas avoir qualifié précédemment. Ou pas assez, par exemple, ou insuffisamment. Donc là, je reprends vraiment le truc depuis le début. Donc, il y a une introduction, vous vous présentez et vous présentez votre agence. Déjà, c'est bon, c'est pour la forme, c'est pour la forme, c'est pour voilà, il faut bien commencer par quelque chose en douceur, donc autant commencer par ça. Et puis ensuite, là, vous allez parler d'eux. Donc, vous commencez par vous rapidement, voilà, pour les rassurer, etc. Et ensuite, vous allez surtout passer du temps à les écouter. Mais c'est vous qui allez poser les questions. Vous savez, c'est à vous de savoir de quelles informations vous avez besoin pour avancer. Donc, c'est la phase de découverte. Vous en venez à leur projet, vous leur posez toutes les questions nécessaires sur leur projet pour en savoir plus, pour, si c'est un premier rendez-vous, pour avoir les informations dont vous avez besoin pour établir un devis. Vraiment, à ce stade-là, si c'est pour établir un devis, pas besoin de rentrer dans le détail, de savoir exactement s'il y aura des marque-places ou s'il n'y en aura pas, ou s'il y aura un menu par personne ou un par table. Pas besoin de le savoir à ce moment-là. Vous restez dans les grandes lignes du projet. Ensuite, ça dépend encore une fois de la façon dont vous voulez procéder, mais si c'est une prestation assez simple, où il n'y a pas trop de sur-mesure, où il n'y en a pas du tout, où finalement donc vous n'avez pas de travail à faire chez vous sur le devis, vous pouvez présenter la solution tout de suite et présenter la prestation tout de suite en disant, bah écoutez, vous m'avez expliqué que vous aviez besoin de ça et ça et ça. Et écoutez, moi je peux vous proposer cette prestation et là vous la déployez, vous la présentez. Si c'est un devis qui est vraiment du sur-mesure, qui demande un retravail chez vous, vous ne pourrez pas le faire maintenant. Donc, bien vous prenez note et vous expliquez, bien écoutez, je travaille sur votre devis et puis je vous envoie ça alors à vous de leur donner un délai sous 4 jours par exemple. Si jamais vous présentez la solution tout de suite, forcément les gens vont avoir des questions. Donc c'est ce qu'on appelle les objections, traitement des objections. Le but des objections, c'est pas de chercher la petite bête, hein, c'est pas de vous ennuyer, de vous embêter, c'est qu'ils ont des questions, ça suscite des questions dans leur tête et ils veulent être rassurés là-dessus. Et donc, à vous de les rassurer et de comprendre que vous avez compris leurs questions, mais que y a pas de souci, c'est compris ou je ne sais quelle réponse. Ou ils ont juste besoin, voilà, de précision sur le contenu de la prestation. Est-ce qu'ils devront prévoir telle chose ou pas? Est-ce que c'est vous qui le prévoyez? Enfin, voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, s'ils ont toutes les informations, eh bien, vous quittez le lieu et vous les saluez. Et vous leur après la conclusion, c'est soit vous dites bah voilà, je vous envoie le devis sous 4 jours, ou alors je me permettrai de vous rappeler dans une semaine afin de savoir si vous avez avancé sur votre projet et afin de connaître votre décision concernant le devis. Voilà, la conclusion elle est différente en fonction de l'objectif de votre rendez-vous. Alors, le slide est bloqué sur le contact mail. Donc, attendez, je vais relancer le diaporama. Plusieurs fois que Marion, on voit rien. Puis alors moi, je n'étais pas du tout sur le chat, hein, donc désolée. Est-ce que c'est mieux pour vous? Je l'ai relancé le diaporama. J'ai relancé donc le diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, super. Bon, merci de me l'avoir dit. Hein. S'il y a encore un souci, vous n'hésitez pas. Je suis vraiment désolée pour celles qui n'ont pas le son.
Je pense que c'est, comme j'ai dit au début, ceux qui n'auraient pas le son ou ceux pour qui ça ne marcherait vraiment pas, c'est un souci de débit de leur côté, je pense. Mais vous inquiétez pas, je vais renvoyer le replay demain si vraiment vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Donc, j'étais sur le rendez-vous physique. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de la diapo pour celles qui ne l'auraient pas vue. Hein, si vous m'avez entendu, c'est déjà le principal. Hein. Donc, je parlais des 4 phases de l'entretien. Il y a une phase d'introduction, une phase de découverte, une phase de présentation de la solution et de traitement des objections. Bon, après, la prise de congé, c'est pas vraiment une phase, mais ça va de soi. Donc, on me demande la durée encore de la conférence. Eh bien, c'est à titre, c'est une purement estimatif. Je pense il va peut-être rester une demi-heure comme ça, hein, à vue de nez. Alors, donc une fois que vous avez terminé votre rendez-vous, bien chez vous, vous faites un petit bilan de votre rendez-vous parce que surtout quand c'est les premiers, c'est quand même encore des entraînements. Donc, vous allez vous noter, voilà, qu'est-ce qui n'a pas été, sur quoi j'ai pas été assez bonne. Voilà, sur quelle partie en quoi j'ai pas été assez, voilà, je me suis un petit peu déçue. Ça peut arriver qu'on soit déçu, et de le noter, de l'analyser a posteriori, ça permet de pouvoir s'entraîner là-dessus ou de préparer des réponses qu'on n'a peut-être pas bien, ou sur lesquelles on n'a pas été assez clair, et de retravailler là-dessus. Donc ça, c'est très important, hein, le bilan chez soi pour pouvoir s'entraîner et devenir meilleur. C'est vraiment ça. Et puis ensuite, eh bien, il y a la relance. Comme on les a prévenus, on leur a dit, bah, écoutez, je me permettrai de vous rappeler dans une semaine, comme ça me permettra de savoir où vous en êtes dans votre projet et de savoir où vous en êtes dans votre réflexion. Donc, vous les relancez. Alors, diapositive suivante, eh bien, c'est la conclusion. Après, j'aurais des petites choses à vous présenter. Donc, conclusion, eh bien, trouver ses clients, ça demande de la méthode, de l'entraînement et de la persévérance. C'est un petit peu ce qui transpirait de ma présentation. C'est vraiment méthode, entraînement et puis ensuite persévérance. Et aussi, ce qui est important, c'est d'organiser sa vie de sorte d'avoir de quoi subvenir à ses besoins, je dirais, pendant 2 ans, le temps de développer l'activité. Parce que c'est des cycles longs en plus. C'est-à-dire que quand on commence à s'y mettre, déjà, il y a toute la partie web qui demande du temps parce que, suivant les régions, on peut être visible sur Internet qu'au bout de 9 mois ou 1 an, déjà. Et puis ensuite, le temps de décrocher, d'avoir ses premiers clients ou les premiers contacts. Peut-être qu'on va avoir 1 ou 2 mariages la première année grâce à l'entourage pour se faire la main, mais après il faut encore compter 1 an parce que un mariage, étant donné que ça nous contacte 1 an ou 1 an et demi avant, il faut encore attendre un cycle. Voilà. Donc ça c'est très important aussi. Alors pour celles qui souhaiteraient se former avant de se lancer, je vais vous présenter, pour celles qui ne connaîtraient pas ma méthode, la méthode Wedding Pro, celle qui contient vraiment toute ma méthode de A à Z, puisque j'ai pas eu le temps ce soir, je n'ai pas le temps ce soir d'aborder toute la méthode vraiment point par point, parce que je pense que demain ou après-demain, on y serait encore, malheureusement. Mais en tout cas, j'ai rassemblé tout ce que j'ai appris, toute mon expérience, et j'en ai fait une méthode pas à pas que j'ai nommée Wedding Pro. Wedding Pro, c'est quoi? C'est devenir une wedding planner professionnelle même en partant de zéro. Et je vais vous expliquer les modules, l'ordre des modules et ce que vous allez apprendre. Le module 1, c'est comment créer son activité. Alors, mieux connaître le métier de wedding planner pour savoir où vous mettez les pieds. Comprendre le contexte actuel du mariage avant de vous lancer à corps perdu. Les réponses à toutes vos questions. Comment choisir un nom d'agence? Quel statut pour mon agence? Dois-je avoir un local? Etc. Comment définir des prestations qui se vendront et le bon prix. Et je vous donne ma propre grille tarifaire et je la commente en vidéo. Le module 2. Comment élaborer facilement son plan financier? Combien faut-il pour vous lancer? Apprenez à l'évaluer. La méthode pour fixer précisément vos tarifs de prestation, organisation, décoration. Planifiez la rentabilité de votre activité, effectuez vos prévisions de chiffre d'affaires, évaluez vos charges et au bout du compte, déterminez votre revenu. Comment s'assurer que votre activité vous suffira pour vivre et ne vous demandera pas plus de 35 heures de travail par semaine? Et ce qui se vend vraiment en matière de prestation de décoration et vous permet de gagner 1 000 € net par décoration de salle.
Dans le module 3, on voit comment se faire connaître des mariés. Connaître les moyens de communication qui fonctionnent et les employer. Comment créer vous-même votre site internet en un week-end avec un design professionnel sans rien y connaître au langage HTML et pour 5 € par mois et pas les 2000 € que vous demande votre webmaster. Comment faire apparaître votre site en première page des résultats Google. Dans le module 4, on voit comment décrocher des contrats. Débutant, comment trouver vos premiers clients, comment les convaincre et déjouer les questions pièges. Apprenez à convaincre vos prospects par mail, par téléphone, en rendez-vous. Débarrassez-vous de ces signes qui vous trahissent à votre insu. Rédigez un devis dans les règles de l'art. Rédigez un contrat et les conditions générales qui vous préservent de tout litige. Concernant les contrats et devis, je vous donne mes modèles. La procédure à suivre pour recouvrer un impayé. Donc le module 5, eh bien là, on entre dans la partie métier. Comment organiser un mariage comme un pro, la méthode de A à Z. Comment gérer les clients difficiles. Comment utiliser son temps efficacement et ne pas se noyer dans la multitude de choses à faire. Les techniques pour rechercher, sélectionner les bons prestataires et se constituer son carnet d'adresses. Comment négocier avec un prestataire. Les outils de suivi indispensables pour organiser un mariage dans les temps et dans le budget. Comment préparer la coordination du jour J pour être certain de ne rien oublier et éviter l'incident diplomatique. Tous mes outils pour construire une cérémonie laïque, à chaque fois sur mesure. Le module 6, comment organiser un mariage comme un pro, point clé. Connaître les différents rites religieux pour être en phase avec vos mariés. Réaliser facilement la papeterie de mariage de vos clients, vidéo pas à pas. Créer un lieu de réception à partir de rien. Ce qu'il faut savoir pour ne pas se planter. Les tendances actuelles en matière de traiteur, comment trouver le bon aussi. Choisir un vin et savoir associer mets et vin. Tout ce qu'il faut savoir pour ne pas passer pour une quiche, même si c'est le caviste qui fera l'essentiel du boulot. Tout sur l'animation de la soirée, comment trouver un bon DJ, comment trouver une babysitter, idées de jeu pour occuper les enfants et les grands. Et enfin, conseil morpho pour aider les mariés à trouver la tenue parfaite. Module 7, comment décorer un mariage comme un pro. Alors, partie 1 sur 2. Comment planifier en amont une décoration de salle et éviter les déconvenus. La réalisation technique, le budget, le planning. Les techniques des pros pour composer les combinaisons de couleurs gagnantes. De la création du mood board à la concrétisation d'une décoration de table qui laissera vos mariés sans voix. La méthode étape par étape. Les tendances actuelles en matière de décoration de mariage. Et module 8, dernier module, comment décorer un mariage comme un pro, partie 2. Là, on est sur les techniques florales pour réaliser ses propres compositions, règles de base et vidéos pas à pas pour les non-fleuristes. Comment ambiance, les trucs à connaître pour installer des suspensions et après ça, vous ne galérerez plus. Ou acheter la décoration de salle au meilleur prix, je vous donne ma liste de fournisseurs et les pistes pour en trouver d'autres dans votre région. Alors, pour récapituler, donc dans la formation Wedding Pro, vous avez 8 manuels de cours, c'est-à-dire un par module. Vous les avez sur 3 formats, donc sur support papier, sur votre espace membre en ligne et également sur DVD, vous recevez également par courrier. Plus de 40 documents de travail, modèles et fiches techniques, 14 vidéos explicatives, des exercices à réaliser à la fin de 5 modules, un support par email pour poser vos questions, 3 séances d'accompagnement individualisées via téléphone ou Skype, 30 minutes chaque sur demande. Vous avez accès également au groupe privé Facebook pour échanger avec les autres étudiants, votre certificat de fin de formation et enfin le label Wedding Entrepreneur qui fait référence à une charte dans laquelle vous vous engagez à adopter un comportement professionnel. Et ça vient rassurer vos prospects. Donc pour la formation, puisque en fait le but c'est que vous deveniez une professionnelle du mariage. Et finalement, vous investissez dans votre avenir et vous investissez dans votre futur professionnel. Alors, quel est le prix de votre investissement au final? Eh bien, la méthode Wedding Pro est normalement de 1 490 € ou 3 fois 530 €. En tout cas, les étudiants qui se sont inscrits en dehors de ce webinaire ont investi 1 490 € pour suivre la formation et suivre la méthode. Pour vous ce soir, à l'occasion du webinaire, et je voudrais vous remercier de votre présence,
vous pouvez accéder ce soir à la méthode Wedding Pro à un tarif réduit qui est un tarif exceptionnel de 990 € au lieu de 1490 €. Alors, dans cette formation, vous avez, je le rappelle, les manuels papier, l'espace membre qui permet d'avoir accès aux versions en ligne des documents et des vidéos et tout ça. Vous avez aussi tous les contenus qui vous sont envoyés sur DVD. Ou bien, vous pouvez y accéder en 3 fois 363 € au lieu de 3 fois 530 €. Et là, dans ce cas, vous avez accès à l'espace membre et au DVD. Alors, je vais répondre aux questions qui sont récurrentes parce que c'est peut-être des questions que vous vous posez actuellement. Et après, je répondrai à toutes vos questions. Vous pourrez écrire dans le chat et je vous y répondrai. Je n'ai pas de temps pour me former. Vous avancez à votre rythme, vous êtes libre dans la gestion de votre temps. Vous y consacrez le temps que vous pouvez en fonction de vos disponibilités. Pareil pour les rendez-vous téléphoniques, vous en faites la demande au moment où vous en ressentez le besoin et selon vos disponibilités. Une autre question qui revient aussi de façon récurrente, combien de temps dure la formation? Donc là, la durée de la formation, elle est variable. Simplement, juste la lire. Bien sûr, ça peut ne prendre que quelques jours. Mais moi, ma formation, c'est une formation action. Ce n'est pas simplement une formation théorique qu'on lit et qu'on range bien sagement dans une bibliothèque. Donc, pour la mettre véritablement en pratique, c'est-à-dire pour créer et commencer à développer votre agence, il faut compter entre 3 à 9 mois. C'est variable, c'est selon le temps que vous avez à y consacrer. Bien sûr, une personne qui occupe à côté un poste à temps complet aura moins de temps disponible qu'une personne qui est suivie par le pôle emploi et qui, du coup, a toutes ses journées pour se consacrer à son projet. Quand et comment ai-je accès au contenu de la formation? Donc, une fois votre inscription effectuée, vous recevez instantanément un mail contenant vos codes d'accès et le lien à votre espace membre. Vous pouvez commencer immédiatement à étudier les cours. Pour les règlements d'une fois, quelques jours après votre inscription, vous recevez par courrier vos manuels de cours papier et votre DVD. Et pour les règlements 3 fois, voilà comment ça se passe. Sur votre espace membre, les cours vous sont délivrés progressivement en 3 fois, du module 1 au module 3, le mois suivant du module 4 au module 6 et le mois suivant, le module 7 au module 8. À la fin des 3 mois, vous recevez votre DVD afin de conserver les cours. Dernière question, j'habite en Outre-mer ou à l'étranger, puis-je recevoir les manuels papier et le DVD? Oui, tout à fait. Quel que soit l'endroit où vous résidez dans le monde, vous recevrez les manuels et le DVD. Les frais postaux, quelle que soit la destination, sont déjà compris dans le prix de la formation. Le délai de livraison, lui, il dépend de la destination. Donc, un exemple, pour la Réunion, la Poste m'a indiqué un délai de 5 à 7 jours ouvrés. Alors maintenant, je vais pouvoir passer aux questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont défilé tout le long de la présentation. Je vais essayer de reprendre un petit peu les questions depuis le début si j'y arrive. Voilà. S'il y a des questions qui arrivent maintenant, n'hésitez pas. Soit sur la formation, soit sur le sujet dont on a parlé tout à l'heure. Je vais essayer de reprendre par contre moi des questions du début pour pouvoir essayer d'y répondre. Alors, les frais de wedding planner sont-ils à ajouter? Alors ça, j'y ai déjà répondu. Alors, désolée. Je crois que c'était une question. Donc, si certains ont des questions, n'hésitez pas. Là, je tombe sur une question, Mariana. Comment écrire un contrat? Alors, comment écrire un contrat? En fait, justement, j'en parle dans la formation parce que t'expliquer là comme ça oralement comment écrire un contrat, c'est compliqué. Il y a plusieurs parties, plusieurs clauses à mettre dans un contrat. Donc, j'ai mis moi mes types de contrats dans la formation pour que vous puissiez le reprendre et l'adapter à votre situation. Alors, j'essaie de prendre des questions qui arrivent.
Bon, bah, il y en a qui dit félicitations Marion. Ah bon, merci. Alors, Géraldine, pour une prise en charge de la formation, il est demandé pour le dossier un nombre d'heures de formation à distance. Avez-vous cette info? Alors oui, pour les personnes qui veulent en fait autofinancer la formation, sachez que j'ai fait le choix en fait de ne pas la rendre finançable par un tiers parce que ça génère en fait beaucoup d'administratifs, c'est-à-dire que ça demande à remplir des dossiers de prise en charge pour des formations qui seront pas forcément accordées ensuite. Et pour avoir testé, j'ai vraiment souhaité ne plus avoir tout cet administratif là à gérer. Et parce que à côté, il faut aussi que je sois disponible pour les mariés. Et c'est assez difficile d'être sur tous les fronts, et notamment pour gérer un tas de dossiers administratifs. Donc j'en suis désolée. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire une formation qui soit plus accessible, on va dire, qu'une formation en salle. C'est justement pour que il y ait plus de personnes qui puissent accéder à une formation que les prix d'une formation en salle, qui sont généralement plus élevés qu'une formation à distance, comme celle que je propose. Donc voilà, c'était aussi pour ça que j'ai voulu être plus accessible, parce que je ne souhaite pas, je sais que c'est le choix d'autres organismes de formation, de remplir les dossiers de prise en charge, mais ça génère beaucoup d'administratifs. Et je connais cette partie puisque j'ai travaillé dans les ressources humaines précédemment, et j'ai travaillé dans des services formation justement où j'étais côté employeur et je remplissais et je gérais les demandes de prise en charge des salariés. Donc vous voyez, je connais les deux côtés maintenant. Alors, je regarde les questions. Que pensez-vous du référencement payant? Donc le référencement payant, franchement, ça sert à rien. C'est vous aurez beaucoup d'annuaires ou de sites qui vont vous proposer du référencement payant, mais ça va pas vous apporter de contacts, ça va pas vous apporter de contacts qualifiés, de gens qui vont vous appeler. L'exception que je fais, c'est pour mariage.net, parce que c'est vraiment le seul qui va vous apporter des contacts concrets, parce que c'est un site qui est hyper bien référencé, donc qui est très visible par les internautes. Et quand les mariés tapent des mots-clés, ils vont très souvent atterrir sur mariage.net en première page. Voilà. Donc, ils vont faire une recherche de prestataires et ils vont potentiellement vous trouver. Et donc, oui, régulièrement, j'ai des demandes par mariage.net. Mais sinon, tous les autres, non, ne payez pas de référencement pour ça. Alors, quelles sont les bonnes questions à poser lors du premier rendez-vous ? Les bonnes questions à poser. Alors, il y a une question que je n'ai pas citée parce qu'il fallait que je fasse synthétique, mais en tout cas, c'est la première des questions, c'est de demander pour quelles raisons avez-vous songé à faire appel à un organisateur. Ça, c'est important parce que ça en dit long sur le niveau de motivation du prospect. Moi, j'ai remarqué que des gens qui disent, parce que on est débordé, mais alors qu'ils habitent dans la région, enfin dans la localité, dans votre localité, en général, c'est des gens qui vont un peu vont décider de le faire par eux-mêmes. Les meilleures motivations, celles qui vont faire que les gens vont quand même se décider à vous confier le mariage, c'est quand ils habitent loin et qu'ils habitent pas sur place. Ça, c'est un critère qui va faire qu'ils sont très motivés. Après, les autres questions, ça va être celles que j'ai vues, qu'on a dites tout à l'heure, c'est-à-dire la date, le lieu, le nombre d'invités. Ça, c'est le minimum. Ensuite, c'est qu'est-ce que vous aviez imaginé pour votre mariage. Donc là, vous allez dans les grandes lignes du projet. Et ensuite, c'est le budget, incontournable. Alors, les conditions générales de vente sont quelque chose que l'on doit forcément faire signer. Veut-on faire un copier-coller d'autres conditions en adaptant au métier où le plagiat était interdit? Alors oui, en fait, ça peut être assez surprenant. Alors oui, il y a Catherine qui pose une question, je vais y répondre tout à l'heure. Juste, je prends le temps de répondre à Julie. Normalement, des conditions générales de vente, c'est vrai, sont on va dire, c'est pas protégé par droit d'auteur, c'est pas ça. C'est que si vous copiez-collez vraiment strictement des conditions générales de vente, un concurrent pourrait vous dénoncer pour, je crois que le mot c'est parasitage, vous vous faites parasite en fait, c'est-à-dire que vous n'êtes pas censé avoir les mêmes conditions générales de vente que lui, et donc ça peut parasiter son business entre guillemets. Donc normalement les CGV sont propres à chaque entreprise.
Moi, dans la formation, par exemple, je vous mets les miennes parce que moi, ça me dérange pas qu'on reprenne exactement les mêmes. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça un peu bête, quoi, comme idée de se dire des conditions générales de vente sont protégées, elles doivent être différentes. Franchement, en question créativité ou création, il y a rien d'extrêmement génial, quoi, dans des conditions générales de vente. Donc moi, je m'en fiche complètement qu'on prenne les miennes. Et puis c'est pas ça qui va faire que vous allez prendre des clients à votre concurrent. Mais il faut le savoir. Il faut vraiment que vous le tourniez à votre sauce parce que vous n'ayez pas de problème ensuite avec des concurrents. Donc tournez les phrases autrement. Voilà. Alors, Delphine, comment relancer suite à la transmission de devis? Ah pardon Delphine, il faut que je réponde à la question de Catherine parce qu'elle a mis ça dans question. Donc là, c'est une question. Je suis intéressée par la formation mais ne commencerai l'activité qu'en 2018. Les 3 temps de concertation via Skype peuvent-ils avoir lieu dans quelques mois seulement? Oui, en fait, je vous dirais que dans la pratique, ça m'arrive de faire les rendez-vous téléphoniques après les 6 mois parce que en fait, normalement, c'est prévu sur 6 mois. Mais dans la réalité, je m'adapte parce que je me rends bien compte que le temps de développer tout ça, on n'a pas forcément des questions au début, on les a plus tard. Donc bien sûr, dans la pratique, je le fais après. J'ai mis 6 mois parce qu'il faut bien que je cadre. Je fais ce que je dis, vous voyez. Je cadre. Il faut tout cadrer. Il faut vraiment tout cadrer. Et après, libre à vous de lâcher du lest. C'est pareil avec vos couples. Mais au moins, quand c'est écrit, ils peuvent pas contester après et dire. Et ça peut créer des malentendus. Mais par contre, dans la pratique, oui, je suis plus souple que ce qui est écrit, bien sûr. Alors, donc Delphine, comment relancer suite à la transmission de devis? Téléphone, mail et sous combien de temps? Alors, le mode, ce sera plutôt par mail parce que c'est plus doux, c'est plus soft. Ça fait moins, je veux absolument travailler pour vous. Et sous combien de temps? Moi, je dis en général 1 semaine. 1 semaine, c'est bien comme délai. Après, pour augmenter vos chances de réponse, parce que les gens peuvent aussi, c'est purement psychologique, mais se sentir agressés quand on leur demande leur réponse, c'est juste de dire que vous souhaiteriez savoir parce que vous vous organisez pour l'année et que vous avez vous avez eu une demande pour la même date qu'eux et que vous souhaitez donc savoir si vous devez donner suite à l'autre couple. Alors bien sûr, hein, même si c'est faux, ils sont pas censés le savoir, mais c'est pas grave. C'est pour pas que pour pas qu'ils se sentent un peu agressés, quoi. Alors, donc Dre, la formation dure que 6 mois. Si besoin de plus de temps pour la formation, comment cela se passe-t-il du coup? Ah oui, donc ça rejoint la question de Catherine, hein, c'est que ces 6 mois, ah oui, c'est-à-dire que même au-delà de 6 mois, vous avez accès à la formation. La formation, après, vous gardez les supports. Donc, si vous voulez consulter la formation au-delà des 6 mois, vous le pourrez. Le seul truc, c'est qu'il faudra penser à enregistrer tous les modules, les éléments, vidéo, PDF, etc. sur votre ordinateur. Parce que en fait, la plateforme de formation, je l'ai paramétrée pour qu'au-delà de 6 mois, ce soit plus consultable, mais c'est purement par sécurité, pour pas qu'il y ait des liens qui restent dans la nature accessibles, en fait. Mais surtout, vous pensez à enregistrer tous les éléments sur votre ordinateur. Alors, Floriane, pour débuter, EURL ou auto-entrepreneur? Il n'y a pas photo, hein, auto-entrepreneur. Hein. Je sais bien que le discours des CCI et compagnie, c'est de dire l'auto-entreprise, c'est pour les compléments de salaire. Ouais, c'est pas un statut, c'est pas très très crédible. Franchement, oubliez ce discours-là. Je sais même pas d'ailleurs pourquoi l'auto-entreprise a cette image-là, et voilà, parce que ça a été quand c'est arrivé enfin un statut qui permettait la simplicité et minimise la prise de risque. Donc, allez-y. Franchement, allez-y. Aurélie, à part mariage.net, quels sont les principaux annuaires gratuits? Alors, pour trouver vos annuaires gratuits, vous tapez, par exemple, vous avez repéré qu'il y a une agence qui est bien référencée dans votre région ou une autre, hein, peu importe. Vous tapez ce nom d'agence-là et du coup, vont ressortir tous les sites internet sur lesquels cette agence est inscrite. Et donc, vous pouvez déjà commencer à piocher ces annuaires-là. Donc, vous reprenez les annuaires où telle et telle agence sont inscrites et ça vous donne des idées d'annuaires. Après,
n'allez pas au-delà de la deuxième page parce qu'au-delà de la deuxième page, ça veut dire que ils sont pas pertinents. Voilà. Alors, Dre, donc en gros, quelles sont les tâches d'une wedding planner en France et quels sont les avantages et inconvénients du métier auxquels tu fais face depuis le début du métier? Donc, les tâches d'une wedding planner en France, comme je dis toujours, le métier de wedding planner, finalement, il est varié, il est vaste. Il n'y a pas qu'une définition de ce que peut faire ou ne pas faire un wedding planner. Moi, par exemple, je fais organisation de mariage en totalité ou partiellement, de la décoration de salle, par exemple, uniquement s'ils le veulent, et aussi des cérémonies laïques. Mais il y a des wedding planners qui ne font que de l'organisation. Il y a aussi des agences qui ne font que de la décoration. Donc après, c'est fonction de ce dans quoi vous vous sentez capable. Enfin, ce dont vous vous sentez capable. Il se fait tard, excusez-moi. Et de vos affinités, en fait. Hein, et de vos capacités. Voilà. Alors, Christine, êtes-vous seule pour tout gérer? Oui, moi, je suis toute seule. Je sais qu'il y a des agences qui fonctionnent à deux. Ou après qui peut être plus nombreux, mais dans ce cas qui vont embaucher ponctuellement suivant les périodes. Alors, je suis seule pour tout gérer à l'année, mais quand j'ai des mariages, j'embauche ponctuellement pour le jour du mariage parce que je peux avoir besoin de quelqu'un pour m'aider à coordonner ou aussi, alors là c'est indispensable pour m'aider à poser les décorations. Pour poser une décoration, on est, suivant le nombre d'invités, on peut être entre 4 et 7 personnes. Voilà, ça vous donne une idée. Alors, Jennifer, Marion, comment éviter que nos clients nous lâchent après avoir reçu nos devis? Avec toutes les informations, faut-il faire payer le devis? Ah oui, d'accord. Comment procèdes-tu? Oui, alors ça, c'est encore un sujet, oui, c'est sûr, c'est un peu touchy, un peu délicat. Après avoir essayé pas mal de choses, je lâche pas les infos sur le détail du budget tout de suite, hein, parce que comme tu le dis, il y en a voilà qui demandent un devis, mais c'est surtout parce qu'ils sont intéressés de savoir comment va se découper leur budget, etc. Donc on leur mâche tout le travail. Non, je lâche pas ça tout de suite. Donc après c'est au ressenti, hein. Et donc ça je ne le délivre qu'aux personnes que j'ai déjà identifiées comme potentiellement intéressants. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé, voilà, si ils ont un budget qui est suffisamment important, enfin, qui est suffisant pour, comment je dirais, pour réaliser leur projet et qu'on est vraiment large, bon, bah, ça veut dire que ça va, ils sont pas juste venus pour en touriste et puis repartir après. Donc, ça, après, c'est en fonction du profil, hein. Et puis après, bah, vous leur présentez ça qu'au rendez-vous, par exemple. Alors, Lucie, oui, Lucie, donc on se connaît un petit peu parce que Lucie Mbalanga, c'est ça, parce qu'on avait déjà échangé par mail. Donc, je me rends compte qu'après avoir fait une offre, les prospects disparaissent. En réalité, j'ai appris qu'ils profitaient de mon offre pour acheter eux-mêmes grâce à l'offre proposée. En fait, on leur facilite la tâche. En même temps, on ne peut pas y échapper. Comment concilier les deux? Oui, donc ça rejoint la question de Jennifer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faut pas lâcher tout de suite. En fait, oui, c'est peut-être, il y a un truc que j'ai peut-être pas précisé. Quand je propose un devis, c'est le chiffrage de mes honoraires. C'est ça, en fait, que je délivre. Le détail de leur budget, c'est-à-dire le traiteur, ça va être tant, le DJ, ça va être tant, etc. Je leur prépare, mais c'est en annexe et c'est vraiment uniquement pour les gens que je vois en rendez-vous déjà. Les gens par mail, c'est au cas par cas. Ça dépend c'est au feeling. Ça dépend de comment je les ai ressentis, comment je les ai sentis. Mais bien sûr, voilà, faut pas lâcher l'info tout de suite, quoi. Après, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Peut-être que parfois, montrer un budget détaillé, ça permet aussi de montrer que ils vont pouvoir tout financer. Donc, ça peut aussi les rassurer. Alors, je reprends les autres questions. Il y en a pas mal qui ont défilé depuis. Comment créer ton carnet d'adresses? Oui, j'ai fait un podcast là-dessus. Je ne sais pas si tu l'as écouté ou lu. Donc, le carnet d'adresses. Faut vraiment pas s'affoler avec le carnet d'adresses. Je pense qu'on s'en fait toute une montagne. Mais ça se fait au fur et à mesure, bien sûr. Mais
vous allez voir que, par exemple, des traiteurs, on connaît tout de suite et assez rapidement les traiteurs connus qui ont une réputation sur votre secteur. Ils sont connus, on va pas les inventer, ils sont déjà connus, donc on va pas en réinventer, en sortir du chapeau. Donc, en vous renseignant bien, etc., vous allez arriver à savoir quels sont des prestataires réputés, donc fiables. Parce que c'est ça la préoccupation, c'est de pouvoir compter sur des prestataires sur qui on pourra compter. Donc ça se fait au fur et à mesure. Et après, c'est au contact des autres prestataires des mariages où, à la longue, à force de discuter, même quand vous allez voir un prestataire, vous discutez. Et dans la conversation, vous finissez par avoir des noms d'autres prestataires avec lesquels ils travaillent, etc. Même, vous leur demandez avec qui vous travaillez comme DJ, avec qui vous travaillez en traiteur, etc. Et ils vous donnent des noms. Et après, c'est en recoupant les informations que vous pouvez vous appuyer sur ce qu'ils disent. Aurélie, j'ai payé pour Nose Day. Ouh là là, c'est cher en plus. Et oui. Est-ce que mariage.net, ça marche aussi pour Londres? Pour Londres. Alors oui, pour les mariages à Londres. Vous organisez des mariages à Londres, c'est ça la question? Bah, si c'est ça la question, je peux pas vous dire, j'en sais rien puisque je j'organise pas de mariage à Londres précisément. Voilà, ouais, je vous invite à regarder parce que je ne sais pas. Malheureusement, mon expérience ne me permet pas de vous le dire ou de te le dire, Émilie. Oui, donc Lucie, eh bien, bah oui, coucou, et puis à bientôt. Ça m'a fait plaisir aussi de t'avoir à cette conférence. Donc, ok. Amélie qui donne une info. Legal Start propose d'établir vos conditions pour 29 €. Je ne connais pas, je sais pas, peut-être que c'est bien. Delphine, ok, super, merci Marion. Bah, merci à toi Delphine. Ok, Dre, merci pour l'info. Vanessa, non, c'est cool l'auto-entrepreneuriat, bah oui. En auto-entrepreneur, on peut être radié au bout de 2 ans si on n'a déclaré aucun chiffre d'affaires. Oui, mais vous savez, il suffit de déclarer 1 € de chiffre d'affaires et puis ça y est, vous n'êtes pas radié. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, merci beaucoup pour toutes tes réponses encore et le live. Bah de rien. Alors, j'ai pas ton prénom, dre.bootlook.fr. Alors ça, c'est du prénom. Je sais pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Florian, sans proposer de déco, peut-on s'assurer un chiffre d'affaires intéressant? Après, ça dépendra du secteur géographique où vous vous situez. En France, à mon sens, les secteurs géographiques qui sont les plus porteurs pour notre métier, ça sera la région parisienne et le sud-est, c'est-à-dire la côte méditerranéenne, voilà, par là. Donc peut-être que ça suffira. Je peux pas te le dire parce que j'en ai pas l'expérience. Mais sinon, en dehors de ça, moi, en tout cas dans ma région, ça ne peut pas suffire. Il faut proposer des formules de décoration pour attirer aussi une clientèle qui n'aura pas les moyens ou la motivation pour s'offrir les services d'une organisatrice, donc pour faire tout le mariage. Donc Catherine, au bout de combien de temps estimez-vous pouvoir vivre de l'activité, base d'un SMICAR mensuel par exemple? Alors, ça va dépendre aussi de votre région, de ce que vous avez mis en place. On peut dire que au bout de, allez, il y a 1 an d'internet, le temps de monter, ça peut être 2 voire 3 ans. Enfin non, 2 ans. Allez, 2 ans, mais voire 3 ans. Ça dépend du rythme auquel vous vous déployez. Mais 2 ans déjà. 2 ans pour aller gagner déjà un SMIC, quoi. Après, ça peut être plus parce que ça dépend. Peut-être que si vous vous placez sur un marché haut de gamme, vous aurez facturé vos prestations plus chères et du coup, vous gagnerez en faisant le même travail, vous gagnerez plus en passant le même temps. Désolée, je dois vous quitter, dit Émilie. Merci Marion, j'ai hâte de pouvoir voir le replay. Bonne soirée. Oui, merci, à bientôt Émilie. Je renvoie le replay, il n'y a pas de souci. Et Jennifer, merci Marion. Merci à toi Jennifer, à bientôt. Alors Jennifer, tu es toujours là. Oui, comment se payer lors de la période hivernale qui est plus creuse? En fait, ça c'est un faux problème parce que
Vos contrats, vous allez les décrocher majoritairement pour la haute saison, enfin pour le printemps-été. Et donc, si vous vous débrouillez bien, enfin l'idée c'est que ces contrats-là vous suffisent à vivre toute l'année, parce que l'hiver n'est pas une période creuse, excusez-moi, parce que l'hiver vous allez avoir du travail à faire. Il va falloir que vous cherchiez les prestataires, que vous travailliez déjà en amont sur les décorations, que vous fassiez vos recherches de déco, vos propositions d'abord, les recherches de déco, etc. Donc en fait, tout le travail que vous avez à réaliser, il est à faire sur toute l'année. Alors, comment as-tu fait pour établir ta grille tarifaire? Car perso, les wedding planners ici sont très secrètes et c'est difficile de se positionner. Bah oui, ça je le sais bien. Ça c'est vrai. Moi aussi j'ai eu du mal au début. J'ai pas eu vraiment d'indication. Enfin si, j'en ai eu un petit peu, mais alors le seul moyen d'avoir des infos, c'est de demander un devis comme si on était client. Il n'y a pas de secret. Donc déjà, faites comme ça. Déjà, il faut que vous puissiez connaître quelques tarifs de vos concurrents, parce que c'est indispensable. C'est indispensable. N'importe quelle nouvelle entreprise qui se crée se met au courant. C'est fait partie de l'étude de marché. Se met au courant des tarifs pratiqués sur son marché. Donc, il faut le faire. Et donc moi, comment j'ai fait pour l'établir? Ça s'est fait progressivement. D'abord, j'ai regardé donc les prix pratiqués. J'ai fixé d'abord des prix, mais qui ont évolué après, qui ont évolué en fonction déjà de la prestation que je proposais, parce que si la prestation, je la modifiais, forcément, ça modifiait le prix. Et puis je l'ai ajusté en fonction de ce qui me paraissait plus juste, parce que le devis d'organisation d'un mariage, c'est vraiment c'est à chaque fois du sur-mesure. Donc, comment être à la fois juste pour soi en termes de rémunération au temps passé, et juste pour le client, qu'il n'y ait pas un surcoût suivant ce qu'il va demander, quoi. Donc ça s'est fait avec l'expérience. Et c'est pour ça que dans la formation, je vous donne ma grille tarifaire et je la commente, parce que je vous explique pourquoi je l'ai construite comme ça, en fait. Ça sort pas du chapeau. Alors, donc ensuite, ouais, Aurélie, comment faites-vous quand les mariés vous font faire des choses non comprises dans vos forfaits ou devis? Eh bien, c'est là où c'est dans ces cas-là que on se dit ouf, heureusement que j'ai fait un devis bien cadré ou un contrat bien cadré, bien carré. C'est à ça que ça sert. C'est pour vous éviter après de vous retrouver dans des situations un peu délicates ou un peu compliquées, parce que si les choses ne sont pas clairement écrites au moment du contrat, si ça peut être source de malentendus parce que c'est pas clair ou que ça n'a pas été précisé, c'est difficile après coup de dire ah bah non, enfin vous voyez, de revenir en arrière ou de leur donner l'impression qu'on revient en arrière, ou de dire bah non, c'est pas compris, alors que eux dans leur tête ils l'avaient peut-être compris différemment. Donc normalement, quand le contrat a été bien cadré, s'ils vous demandent quelque chose qui n'a pas été compris dans ce contrat, c'est très facile de leur expliquer que c'était pas compris dans le devis, et que du coup, alors ce qu'ils demandent, eh bien, vous l'avez estimé, donc le devis est de temps, et voilà, à eux de vous dire si ils souhaitent poursuivre cette demande ou pas. Voilà. Alors, Estelle, merci Marion pour ce webinaire. C'est super, vivement la prochaine. Bah, merci Estelle. Merci, je suis contente de savoir que ça vous a plu. Alors, qu'est-ce que j'ai comme question? Qu'est-ce qui empêche Alors, Christine, qu'est-ce qui empêche les mariés de passer en direct par les différents prestataires? Y a-t-il des clauses contractuelles pour éviter ceci? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a... Alors, imaginez comment ça se passe. Les clients, ils vous signent un contrat, et le contrat, il s'engage à vous payer, je sais pas, on va dire 2000 € pour vos honoraires. Ils ne vous payent pas les honoraires des prestataires. Ça, ils le payent en direct aux prestataires. C'est-à-dire qu'avant ça, ils vont signer un contrat entre eux et le prestataire. Vous n'êtes que l'intermédiaire qui demandait les contrats et qui vérifiait qu'il y a bien tout ce qu'ils avaient demandé, et ensuite vous transmettez le contrat au client. Donc, comme vous êtes l'intermédiaire, ils peuvent pas passer en direct. Enfin,
si au moment peut-être où vous leur avez présenté le prestataire, forcément, ils connaissent l'identité du prestataire. Ensuite, ils le rencontrent, bien sûr, ils voient qui c'est. Enfin, s'ils en sont à ce stade-là, de toute façon, ils ont déjà signé un contrat avec vous et ils vous ont déjà payé une partie de vos honoraires. Donc, c'est le cas. Après, si vraiment, enfin, c'est impossible qu'ils le fassent. Je veux dire, s'ils se sont déjà engagés à ce niveau-là, c'est que ils vont vraiment pas vous chercher à vous doubler, quoi. C'est impossible. Jennifer, quand on démarre, comment peut-on savoir si le budget des mariés est réaliste par rapport à leurs envies? Voilà, bah en fait, c'est ce que... peut-être que ça a coupé au moment où j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. En fait, si tu regardes donc demain, tu reverras le replay. Je parle justement de la façon dont il faut procéder par téléphone ou en rendez-vous pour poser les bonnes questions et savoir si c'est réaliste ou pas. Bien sûr, savoir ça suppose d'avoir une idée du prix d'un mariage, bien sûr. J'en ai pas parlé ce soir parce que j'ai surtout parlé des clients, décrocher des clients. Mais avant, ça veut dire qu'il faut que tu te fasses un petit mémo des fourchettes de prix pour un traiteur, pour une salle, etc. Et que tu te fasses un budget sous Excel pour que tu puisses te faire des simulations de budget et t'entraîner. Et comme ça, tu vas voir que voilà, sur un mariage avec tel et tel type de prestation, tu vas être à temps pour 100 personnes, par exemple. Rapidement par téléphone, comme il faut être rapide, tu peux avec ta petite calculatrice te faire, en comptant les honoraires tes honoraires, tu peux te faire du 200 pour être large, du 200 € par personne en comptant tout le monde. C'est-à-dire que pour 100 personnes, le couple, il faut qu'il ait 20 000 € de budget en comptant tes honoraires à toi d'organisateur. Comme ça te permet de savoir tout de suite, en faisant l'opération dans ta tête ou avec la calculatrice, de savoir si on est dans les clous ou si c'est complètement irréaliste ce qu'il te donne comme indication et comme budget. Voilà, vous gardez donc 200 € par personne. C'est sur la base d'environ 100 personnes ou on va dire à partir de 50 personnes. Vous pouvez faire ce calcul-là. Alors, donc, je posais aussi des prestations de décoration. Donc, Émilie, et en effet, je proposerai aussi des prestations de décoration, formation en juin. D'accord, donc tu fais une formation de décoration en juin. C'est bien. Il faut faire des prestations de décoration. Ginette, merci beaucoup Marion. J'espère pouvoir m'inscrire pour la formation. Ouais, écoute, c'est avec plaisir. Si tu t'inscris, je serai ravie de t'accompagner. Floriane, quelle photo afficher sur notre site web si nous n'avons pas encore réalisé de mariage? Comment être crédible? Je crois avoir lu dans l'un de tes articles à propos d'une page inspiration. Oui, c'est-à-dire qu'au début, déjà, commencez par une page inspiration. Déjà, ça donne le ton, ça donne le style de mariage que vous proposez. Parce que les mariés vont arriver sur votre site, ils veulent inconsciemment, bien sûr, vérifier si vous êtes sur la même longueur d'onde qu'eux. Donc, si vous avez les mêmes goûts, entre guillemets les mêmes goûts, parce que les mariages que vous organisez sont pas forcément tous à votre goût, bien sûr, mais vous orientez quand même un petit peu les choix de déco, enfin tout ça. Donc, vous suggérez. Donc, ils veulent voir si ce qu'ils recherchent, si c'est bien si c'est bien votre style en fait, ou au moins le style que vous aimez. Donc, c'est en ça que c'est utile la page d'inspiration. Et après, très très rapidement, il faut que vous ayez une page où vous puissiez présenter des photos de réalisation. Alors, bien sûr, dans un premier temps, réalisation, on n'en a pas forcément, mais très rapidement, des photos de mariage où que vous avez aidé, des amis, des proches que vous avez aidés dans la décoration, par exemple, ou dans l'organisation. Ou, autre chose, vous préparez des décorations chez vous. Moi, c'est comme ça que j'ai fait au début. Des décorations chez vous, sur votre table à manger ou quoi. Enfin, il faut que ça reste présentable. Vous mettez une vraie nappe, etc. Vraiment comme en situation réelle. Vous dressez la table, vous mettez une décoration. Vous faites des photos, mais alors des photos plutôt, comment je dirais, pas en grand angle, mais vraiment de près pour pas qu'ils puissent voir que vous êtes dans votre salon, évidemment, quoi. Mais qu'on puisse voir uniquement les photos de détails. Alors,
quels sont les arguments majeurs pour convaincre un prestataire de travailler avec vous? Oh, bah, en fait, il n'y a pas d'argument, hein. Il n'y a pas d'argument, c'est juste que le prestataire, faut savoir qu'il a besoin de travailler comme vous, hein, il a besoin de remplir son agenda. Donc, s'il est disponible à cette date-là, pourquoi il vous dirait non, je veux pas travailler avec vous? Après, l'histoire, c'est juste s'il n'est pas dispo, qu'il a déjà une autre prestation, mais il y a aucune raison pour qu'il veuille pas travailler avec vous. Jennifer, faut-il accompagner les mariés à chaque rendez-vous avec les prestataires? Non, 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 pas du tout. Ça, c'est aussi une idée reçue. C'est pas mal véhiculé par ce qu'on voit à la télé aussi, où c'est une caricature un petit peu du métier. Les mariés n'ont pas besoin qu'on vienne à chaque fois avec eux au rendez-vous, et je pense même qu'ils préfèrent y aller tout seuls. C'est tout à fait normal. C'est quand même leur mariage, donc c'est vrai qu'on est là pour les accompagner, les aider, mais faut pas non plus devenir envahissant. Donc, on fait tout le travail en amont, on leur mâche le travail. Vous-même, on suppose que vous avez déjà eu un rendez-vous avec ce prestataire-là. En tout cas, si vous ne le connaissiez pas avant, vous avez au moins fait un rendez-vous avec lui avant de le proposer. Et ensuite, les mariés, s'ils choisissent de voir ce prestataire-là, ils y vont tout seuls. Donc, Marion, si j'ai bien compris, tu es en statut d'auto-entrepreneur. Les clients ne sont pas réticents face à cela. Alors absolument pas. D'ailleurs, je pense que déjà jamais on m'a fait de remarques là-dessus, même de remarques indirectes qui pourraient montrer qu'ils sont dubitatifs ou quoi. Et de toute façon, je ne crois même pas que ça figure sur les contrats. Enfin, si ça figure certainement sur le contrat. Et encore, je suis même pas sûre. Parce que j'indique bien évidemment l'adresse de l'entreprise, le numéro SIRET, etc. Mais ça doit figurer parce que de toute façon, je crois que c'est obligatoire de mettre le statut. Je ne sais même plus. Mais de toute façon, ce qui compte pour le client, c'est de savoir que vous êtes déclaré et que vous êtes une entreprise, que vous faites pas ça dans votre coin. Voilà, c'est ça qui est important pour le client, parce que au moins, si vous êtes une entreprise, eh bien, voilà, vous existez légalement, donc tout est dans les règles. Il n'y a pas de problème. Alors ensuite, comment savoir si le prestataire est sérieux? Comment vérifier un contrat? Qu'est-ce qui doit apparaître? Par exemple, pour un traiteur, est-ce possible qu'il y ait une clause qui garantit la prestation ou une indemnité en cas de désistement? Une clause qui garantit la prestation ou une indemnité en cas de désistement. Ah, si le traiteur donc se désiste, de toute façon, comment je dirais? Alors après, il y a la raison du désistement. En général, quand il y a une clause qui est souvent mise, même pour nous, hein, c'est cas de force majeure, c'est-à-dire, je sais pas moi, on pourrait dire, par exemple, une attaque terroriste, puisqu'on est vraiment, c'est d'actualité malheureusement. Une attaque terroriste, c'est un cas de force majeure, c'est complètement indépendant de sa volonté. Donc pour le coup, là, il y aurait pas d'indemnité. Après, voilà, si c'est parce que il s'est emmêlé les pinceaux et que il a pris 2 mariages le même jour alors qu'il pouvait en faire qu'un, ben ça c'est de sa responsabilité. Donc bien sûr que le contrat fait qu'il s'est engagé à honorer la prestation. Donc s'il ne peut pas la faire parce qu'il a merdé, c'est à lui d'en assumer la responsabilité. Donc le contrat vous couvre. Sylvie, tu te fais payer après chaque prestation effectuée. En fait, moi, je fais payer en plusieurs fois. Par exemple, je fais souvent 3 fois. Par exemple, on me demande 1 an et demi avant. Eh bien, je fais payer 30% à la signature, 30% 6 mois avant le mariage, et puis le solde à l'issue du mariage. Voilà. Comme ça permet d'avoir déjà d'avoir été payé d'une partie au moment où on commence à travailler dessus quand même. Qu'on n'ait pas 1 an et demi à attendre avant d'être payé. Et en plus de ça, ça fait que au moins, si vous avez travaillé dessus et qu'il se désiste parce que, moi ça m'est arrivé, finalement il se marie plus, eh bien tout le travail qui a été fait au moins a été dédommagé. Donc oui, tu te fais payer que par honoraires, oui c'est ça. Donc cela veut dire que les mariés payent en direct les prestataires. Oui, c'est exactement ça. Ouais, donc il signe un contrat avec les prestataires que l'on propose et ensuite, eh bien, il paye les prestataires directement.
Combien de rendez-vous as-tu avec les clients au total? Y a-t-il jusqu'au jour J? Ah oui, alors les rendez-vous, ça dépend des clients. En fait, si c'est des clients qui sont loin, donc on fait les rendez-vous le plus souvent, du coup on se voit très peu. Donc on fait ça par téléphone ou Skype. Et donc ça dépend, on fait pas si souvent que ça parce qu'il y a les échanges par mail aussi. C'est-à-dire qu'entre deux, on fait aussi des échanges de mails. Pas tous les jours, bien sûr, mais de temps en temps, etc. Et puis à un moment donné, quand il y a besoin de faire un point, parce que j'estime que c'est nécessaire de parler oralement, on fait un rendez-vous téléphonique. Mais ça peut être, sur toute la préparation d'un mariage, en 1 an et demi, ça peut être 6 rendez-vous téléphoniques. Voilà. Donc Aurélie, je dois y aller, merci Marion, c'était mon 2e webinaire avec toi, t'es au top, merci. Oh bah, c'est gentil. Non mais franchement c'est gentil, mais voilà, c'est très gentil. Ça me gêne un peu en fait. Alors Amélie, merci pour ta réponse Marion, mais de rien. Géraldine, si vous êtes auto-entrepreneur, votre chiffre d'affaires plafonne à 33 000, moins les charges et les impôts, comment on vit vraiment? En fait, c'est parce que moi, je mets une partie de mon chiffre d'affaires dans les ventes de marchandises puisque je propose des formules de décoration. Donc, je mets une partie de mon chiffre d'affaires dans les ventes ventes de marchandises, puisque je ne fais pas que de l'organisation. Voilà, mais après c'est vrai que aussi ça dépend aussi de votre niveau de vie et de où vous vous situez, j'imagine. Enfin moi je suis en province, donc le niveau de vie, enfin pas le niveau de vie, mais le coût de la vie est différent de la région parisienne. Donc je suis en pleine Cambrousse. Voilà, ça rejoint l'idée que les salaires en région parisienne sont 30% plus élevés qu'en province. C'est pour cette raison-là aussi. Donc c'est pour ça que en plus du fait que moi, le plafond ne me gêne pas parce que je répartis mon chiffre d'affaires sur les 2 catégories de déclaration, je vis en province. Hein, je ne vis pas à Paris. Alors, nous prennent-ils au sérieux quand on débute? Donc, les prestataires nous prennent-ils au sérieux quand on débute et qu'on n'a pas l'expérience? On pose parfois des questions bêtes, non? Bah, évidemment, ça va peut-être vous arriver, c'est sûr. Il faut accepter l'idée que vous allez sûrement faire des petites erreurs au début ou même des grosses. Hein. Vous allez peut-être poser des questions bêtes, mais franchement, essayez de, entre guillemets, de vous en foutre. C'est-à-dire que c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Tant pis ce que peut penser l'autre. Vous avez votre objectif en tête et vous ne devez penser qu'à ça. Et puis après, il y a aussi l'entraînement. Hein. Entraînez-vous chez vous à être... on en revient toujours au même, à avoir confiance en vous, à véhiculer l'image de quelqu'un qui débute pas, entre guillemets, quoi, qui est pas trop hésitante, qui est pas... Ça compte beaucoup aussi pour être pris au sérieux. C'est vraiment le savoir-être qui va aussi faire que la personne en face va avoir envie de travailler avec vous, d'avoir confiance en vous. Si vous sent hésitante, vraiment, imaginez, vous êtes timoré, vous êtes timide, etc. Ah bah là, ça va tout lui couper. Alors, vous en trouvez par le biais d'Internet. Donc, Patricia, si je comprends bien, vos clients loin de votre région, vous en trouvez par le biais d'Internet et de votre référencement. Bah oui, c'est ça, tout à fait. Parce que, imaginons, par exemple, j'ai des Parisiens qui viennent se marier en Normandie régulièrement, parce que bon, c'est vrai que la Normandie, c'est pas si loin de Paris que ça. C'est assez prisé des Parisiens. Et du coup, eh bien forcément, eux, ils savent qu'ils veulent se marier à tel endroit en Normandie. Ils vont taper organisateur de mariage et soit Normandie ou Basse-Normandie, même si bon, Basse-Normandie n'existe plus, mais en fait, les gens ont encore le réflexe. Ou le département un de mes départements, le département où ils vont se marier. C'est vraiment la logique qu'ils vont adopter. Donc, c'est comme ça qu'ils vont me trouver. Aurélie, combien présentez-vous de choix pour chaque prestataire? Alors, juste, je termine avec la question d'Aurélie, la question de Christine. Et puis après, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'y répondrai volontiers dès demain. Comme ça permettra à tout le monde de pas se coucher trop tard. Et c'était très intéressant en tout cas toutes vos questions, mais je vais finir avec les 2 dernières questions d'Aurélie et Christine. Et n'hésitez pas à envoyer toutes vos dernières questions par mail. Voilà.
Alors Aurélie, combien présentez-vous de choix pour chaque prestataire? C'est variable. Dès le début, je leur dis, et je le mets dans le contrat, que leur seront présentés donc entre 1 et 3 prestataires, suivant le corps de métier. Et je leur explique à côté que ça dépend aussi de leur niveau d'attente, leur niveau d'exigence. Parce que, et aussi de ce qu'on peut trouver sur leur secteur. Parce que, par exemple, je leur donne l'exemple, si par exemple vous voulez un wedding cake, ah bah déjà, faut savoir que les pâtissiers qui savent réaliser des wedding cakes, ou en tout cas même des spécialistes de la question, ils se comptent sur les doigts d'une main, ou même moins. Donc, va pas falloir être trop difficile. Donc, si j'en ai un, bah ce sera un et ce sera déjà bien. Par contre, des traiteurs, ça pourra être 3, oui, pas de problème. Mais après, les traiteurs, ça dépend. Si vous ont demandé un truc hyper spécifique, eh bien, peut-être que vous n'en aurez qu'un, parce que c'est tellement spécifique que vous serez peut-être déjà bien content de l'avoir trouvé, celui-là, et que ce sera déjà bien. Mais ça s'explique. C'est pas le nombre qui fait la qualité de votre travail. Si ce n'est qu'un, vous expliquez en quoi vous n'en avez qu'un. C'est pas parce que vous n'avez pas bien cherché, c'est parce que il y a des raisons derrière tout ça. Et donc, Christine, est-ce que vous prenez une commission d'apporteur d'affaires avec les prestataires? Eh bien, je sais que c'est une pratique qui peut se faire. Vous pouvez le faire. Moi, je le fais pas. Voilà. Je ne le fais pas parce que de toute façon, est-ce que j'avais au début quand j'ai démarché les prestataires, donc je me suis présentée, tout ça. Non, par contre, ce que j'ai fait après, quand j'ai rencontré des prestataires qui étaient contents, enfin, qui étaient contents de ce que j'avais fait, qui étaient plutôt positifs, alors qu'ils étaient prestataires comme moi. Hein. Après, je leur avais proposé une réduction auprès de des personnes qu'ils me renvoyaient. Si jamais ils me renvoyaient quelqu'un, je faisais une réduction auprès de ces personnes-là. Et je préférais en fait répercuter, comment je peux dire, je préférais à l'inverse, je prends l'inverse. Hein, je préférais ne pas donner d'argent aux prestataires, mais plutôt en faire bénéficier le couple, par exemple. Donc voilà, inversement, alors est-ce que je prends une commission quand j'apporte une affaire à un prestataire? Eh bien non, parce que j'estime que mes honoraires suffisent déjà à me rémunérer, parce que voilà. Après, je trouve que c'est trop compliqué, et puis je préfère être indépendante dans le choix de mes prestataires, donc je veux pas que ça interfère. Bon, alors du coup, voilà, j'ai répondu aux 2 dernières questions auxquelles j'avais répondu, que j'avais dites. Hein, j'avais dit que c'était les dernières. Les personnes à qui je n'ai pas répondu, j'en suis désolée, mais c'est vrai que vous avez beaucoup de questions, donc j'essaie vraiment de répondre à un maximum. Et là, il commence à se faire tard, et vraiment, envoyez-moi vos questions par mail et j'y répondrai sans problème dès demain. Voilà. Donc merci à vous. Je vois que voilà, vous êtes enchantés par cette vidéoconférence. Donc merci à vous. Merci pour tous vos messages encourageants, c'est très gentil. Merci à vous d'avoir été présents. J'espère que tous mes conseils vous ont aidé. Merci à vous. À bientôt, et là je vais couper. Voilà, bonne nuit à vous. Merci encore.